Dans le passé, la vie n'était qu'une routine sans âme, complètement vide de joie ou d'espoir. Et puis, sortis de nulle part, des monstres ont envahi le globe, transformant un monde pacifique en un champ de bataille terrifiant et sanglant. Au milieu du chaos, un mec fringué en bouffon se tenait sur un toit, se demandant si les gens trouveraient le spectacle à venir hilarant ou carrément chiant. Devant lui se dressait la tour d'un noir d'encre des démons de haut rang, un endroit qu'aucun humain normal n'oserait approcher. Il a ricané. Un combat d'esprit avec ces démons ressemblait à un défi plutôt divertissant. Yuma Anno a réajusté son chapeau de bouffon, les yeux brillants d'excitation à l'idée d'avoir trouvé un tout nouveau jouet. Retour en arrière, il y a un an, quand des donjons ont soudainement poussé comme des champignons à travers le monde. Des monstres en ont déferlé, dévastant tout sur leur passage, balayant même l'armement le plus avancé de l'humanité. Mais ensuite, quelqu'un a réalisé une vérité complètement absurde. Ces monstres et ces donjons ressemblaient exactement au décor du célèbre MMORPG, Vanaheim Online. Le monde réel avait été totalement envahi par un jeu virtuel. Peu de temps après, des individus dotés de capacités de combat ont commencé à s'éveiller, connus sous le nom de joueurs. Tout comme dans le jeu, chaque joueur possédait des classes uniques et des compétences distinctes. Ils balançaient des attaques élémentaires, se couvrant mutuellement pour repousser les hordes de monstres. Des guildes ont été fondées, transformant la lutte pour la survie en un boulot quotidien. Dans ce bordel total, le combat est devenu la nouvelle norme. Au dernier étage de la tour, le grand démon Barzafal attendait ses challengers. La guilde des gardiens de la lance sacrée a chargé ensemble, déterminés à abattre l'un des 5 grands rois démons pour la gloire. La fille mage a gloussé d'excitation, prévoyant déjà un grand barbecue pour célébrer leur victoire. Le groupe a lâché ses meilleures attaques, illuminant la pièce de flammes ardentes et d'éclairs crépitants. Barzafal n'a même pas bronché, il a simplement levé la main pour rassembler son aura. Une vague d'énergie violette a explosé, engloutissant complètement l'assaut de l'équipe d'expédition. La fille mage s'est figée, incapable de piger ce qui venait de se passer. Une pression terrifiante a soufflé tout le monde en arrière. Tout le groupe gisait éparpillé sur le sol, complètement hors d'état de nuire. Le chef guerrier a serré les dents de douleur, réalisant que cet enfoiré était à un tout autre niveau que tous les démons qu'ils avaient affrontés. Barzafal a ricané, affirmant que les buter maintenant serait du gâchis, vu qu'il voulait jouer avec eux un peu plus longtemps. Un immense cercle magique a brillé intensément dans la main de Barzafal. En un clin d'œil, le hall du château a disparu, remplacé par des terres désolées volcaniques, brûlantes et en éruption. Le chef guerrier a paniqué en se retrouvant au bord d'un gouffre rempli de magma bouillonnant. Le visage géant de Barzafal s'est dressé dans le ciel, se moquant des humains qui ne croient que ce que leurs yeux peuvent voir. Le chef guerrier a eu des sueurs froides, pensant que toute son équipe allait se faire décimer. Pile à ce moment-là, un sifflement étrangement décalé a résonné dans les airs. Yuma est sorti du néant, saluant calmement le travail impressionnant de cette illusion. Il a tiré son chapeau avec style, puis a demandé au démon s'il pouvait déployer ce petit tour n'importe où. Barzafal a été complètement pris au dépourvu qu'un insecte pathétique puisse voir clair dans sa magie. D'un claquement de doigts, il a dissipé l'immense illusion. Le décor est redevenu normal, laissant le chef guerrier complètement paumé. Il a jeté un coup d'œil sur le côté, encore sous le choc. Le chef guerrier s'est demandé qui était ce mec bizarre fringué en bouffon et quand est-ce qu'il s'était pointé. Pendant ce temps, Yuma se baladait tranquillement le long des étagères, s'émerveillant devant la collection d'antiquités du démon. Curieux, il a tapoté une armure exposée, se demandant si les humains pouvaient jouer avec ses jouets. Soudain, Yuma a remarqué une lueur étrange émanant de loin. C'était un orbe violet foncé dégageant une énergie sombre immensément puissante sur un piédestal en pierre. Le chef guerrier a hurlé pour qu'il s'arrête, l'avertissant que c'était le château d'un démon de haut rang où même les joueurs de niveau 200 galéraient. Yuma s'est juste contenté de sourire calmement, répondant que les moments périlleux comme celui-ci étaient exactement ceux où il fallait savoir comment s'amuser. Barzafal a rugi, qualifiant les humains de créatures fragiles et exigeant qu'ils le divertissent encore plus. Le démon a activé sa magie, ordonnant à tout le monde de s'agenouiller face à son jeu tordu. Un volcan gargantuesque s'est matérialisé en plein milieu de la pièce, irradiant une chaleur atroce et étouffante. Alors que tout le monde paniquait à cause de la température caniculaire, Yuma est resté imperturbable, ayant apparemment percé le truc à jour. Il a regardé les pierres sous ses pieds, réalisant que ce n'étaient que des illusions conçues pour tromper l'œil. Yuma a doucement tendu la main et touché une pierre, qui était en fait l'orbe d'énergie utilisée par le démon. Le monde illusoire s'est effondré instantanément, ramenant tout le monde dans le hall du château à la grande stupeur de Barzafal. Yuma a brandi l'orbe violet, confirmant qu'il s'agissait du Dark Legacy, l'objet même qui maintenait la magie d'illusion. Le démon a commencé à suer à grosses gouttes, mais a quand même essayé de jouer les durs. Il a concentré son énergie dans sa paume, jurant de réduire cet intrus insolent en cendres sur le champ. Yuma a souri en coin, disant que si on en arrivait là, il ferait mieux de participer à la fête jusqu'au bout. Il a activé la compétence Gestes Soul pour libérer le potentiel absolu de l'objet qu'il tenait.
D'innombrables clones de Yuma sont apparus dans une frénésie tourbillonnante, rendant impossible pour Barzafal de distinguer le vrai du faux. Le démon a hurlé de rage en réalisant que son précieux artefact avait été complètement piraté par ce clown. Il a frénétiquement déclenché des attaques de zone pour anéantir tout ce qui se moquait de lui sous ses yeux. Une lumière blanche aveuglante a englouti tout l'espace du hall du château. Des traînées d'énergie sombre ont bombardé sans pitié les endroits où les bouffons dansaient. Pourtant, chaque attaque a inexplicablement raté sa cible. Yuma s'est matérialisé avec un sourire énigmatique, se demandant qui passait vraiment à côté du cœur du problème ici. Il a expliqué que la magie à grande échelle s'accompagne toujours d'un temps de recharge, et que l'illusion n'était qu'un outil pour gagner du temps. Barzafal a beuglé avec une amertume totale face à l'audace de la vermine qui se tenait devant lui. Yuma a soudainement réalisé, avec un halètement théâtral, qu'il avait oublié d'apporter une arme pour achever le démon. Il s'est tourné et a poliment demandé des empruntés, la lance du chef guerrier juste à côté. En utilisant sa compétence mimicry, Yuma a instantanément fait apparaître une réplique lumineuse de l'arme. Il a ensuite invoqué un dé doré étincelant, prêt pour un pari à haut risque. Le Divine Dice accorderait divers effets selon le numéro sur lequel il atterrirait. Avec son arme fraîchement buffée, Yuma a visé droit sur l'arrogant roi démon. Il a canalisé toute sa force, prêt à lâcher la frappe décisive pour mettre fin au combat. La lance a jailli à une vitesse à déchirer l'espace, laissant une traînée de lumière éblouissante dans son sillage. Barzafal a paniqué pour se défendre, mais sa barrière magique a été complètement transpercée. Le fer de lance a déchiré ses défenses aussi facilement qu'il trancherait du papier mouillé. Une explosion fracassante a détonné en plein centre de la poitrine du démon, la lumière aveuglante consumant entièrement son corps. Barzafal a craché ses derniers mots avec incrédulité, incapable de comprendre comment il avait pu être vaincu par une attaque pareille. Quand la poussière est retombée, Yuma se tenait droit au milieu du hall, sa tenue de bouffon absolument impeccable. Il a lâché un grand sourire, disant que ce petit tour d'illusion était plutôt fun, et que les combats devraient toujours être aussi divertissants. Le chef guerrier fixait Yuma dans le vide, réalisant que ce mec venait juste de se faire un roi démon en solo sans transpirer une goutte. Curieux, il a vérifié le panneau d'information du système de ce mystérieux sauveur. Un texte lumineux est apparu. Classe, Trickster, une classe de personnages dont personne n'avait jamais entendu parler. Le chef guerrier était abasourdi. Il n'avait jamais connu de classe aussi chelou que Trickster. Mais en vérité, l'histoire du Trickster a commencé dans un endroit bien plus sombre, le coin d'un bureau tard la nuit. C'était l'histoire d'un employé de bureau médiocre, un mec qui ne connaissait absolument rien au monde extérieur. Et savait encore moins ce que signifiait la vraie joie ou le plaisir dans sa vie banale. Jusqu'à ce qu'il éveille la classe la plus puissante, Trickster, et commence son voyage de conquête des donjons à sa propre sauce. Tout a commencé il y a 1 an, dans un minuscule appartement en plein cœur d'une ville animée. Le cliquetis incessant d'un clavier résonnait dans l'atmosphère étouffante du bureau. Le Yuma Anno du passé affichait toujours un visage hagard, les yeux vitreux à cause des nuits interminables de boulot. Totsuka, son boss tyrannique, s'est pavané avec un regard condescendant et a engueulé Yuma pour son expression sinistre. Il a brutalement poussé la tête de Yuma vers le bas, le rabaissant comme une sangsue inutile pour ne pas avoir atteint ses quotas. Yuma a essayé de se justifier, expliquant qu'il bossait jusqu'au dernier train tous les jours et qu'il n'en pouvait plus. Mais Totsuka ne pensait qu'au profit. Il a froidement déclaré que pendant que les autres se reposaient, c'était l'occasion rêvée pour les nuls de rattraper leur retard. À 25 ans, Yuma Anno se faisait presser comme un citron du lever du soleil jusqu'au bout de la nuit sous la poigne de fer de Totsuka. Le seul salut pour son âme en miettes était le monde virtuel appelé Vanahem Online. C'était un MMORPG massivement populaire, un phénomène de société avec plus de 85 millions d'utilisateurs inscrits. Ce monde était construit sur des mythologies magiques, un endroit où les joueurs semblaient avoir leur propre âme et leur propre vie. Des donjons périlleux appelaient constamment les joueurs à élaborer des stratégies et à les conquérir aux côtés de leurs camarades. Yuma était obsédé par le système de progression flexible et la diversité des classes, traitant chaque objet qu'il gagnait comme un trésor inestimable. Pour quelqu'un qui se faisait constamment bousculer et piétiner par la vie, ce jeu n'était pas juste un simple divertissement. C'était sa seule échappatoire à une réalité cruelle et à des journées interminables de travail absurde. Ce n'est que dans le monde de Vanahem que Yuma se sentait vraiment vivant et maître de sa propre volonté. Dans la pièce sombre, Yuma Anno avait les yeux rivés sur l'écran, faisant une nuit blanche comme routine d'évasion habituelle. En entendant ses coéquipiers le presser dans son casque, il coordonnait habilement ses mouvements pour maintenir le rythme du groupe. C'était l'un des rares moments où Yuma souriait vraiment, se sentant pleinement vivant dans ce royaume virtuel. Il pensait naïvement que ces jours paisibles dureraient éternellement. Mais la réalité l'a frappé de plein fouet le lendemain matin quand Totsuka, ce gros connard de boss, s'est dressé au-dessus de lui, évoquant d'un ton moqueur ses sessions de jeu nocturne. Yuma tremblait de façon incontrôlable, suant à grosses gouttes sous le regard inquisiteur de ce boss dictateur.
Totsuka lui a arraché son téléphone, exigeant sans vergogne son compte de jeu et déclarant que Yuma allait désormais bosser sans un seul jour de congé. Il a affiché un sourire diabolique, balayant avec désinvolture le téléphone pour dépouiller chaque objet précieux pour lequel Yuma avait farouchement farmé. Yuma l'a supplié en plein désespoir, mais le patron au sang-froid a tout simplement transféré l'inventaire sur son propre personnage et vidé le compte de Yuma. Tout est devenu complètement noir devant ses yeux. Le seul monde qui l'aidait à décompresser était maintenant réduit à néant. Il ne se souvenait même pas comment il avait traîné son corps sans vie jusqu'à chez lui après ce coup fatal. Son téléphone s'est mis à clignoter avec des messages incessants de ses anciens coéquipiers lui demandant pourquoi il avait disparu en plein raid, mais Yuma n'avait pas la force mentale de répondre. Recroquevillé dans le noir, il souhaitait juste que ce monde pourri disparaisse complètement. Un vœu amer a résonné du plus profond d'un cœur brisé, poussé totalement à bout. Le lendemain matin, ses jambes l'ont porté jusqu'à l'entreprise par pur instinct, comme un parfait chien d'entreprise. L'ombre solitaire d'un esclave corporatif se projetait sur le carrelage, un sentiment indiciblement humiliant montant dans sa poitrine. L'esprit de Yuma tournait encore autour de la hantise des quotas et des baisses de salaire. Mais soudain, il a remarqué que quelque chose de carrément louche se passait en plein dans le hall de l'immeuble. Tout le bureau s'est évaporé, remplacé par un donjon sinistre bordé d'imposants piliers de pierre. Pris de panique, Yuma a sprinté vers la sortie de secours, mais la porte était verrouillée à double tour, refusant de bouger. Cette porte en bois, elle ressemblait exactement au design de Vanaheim Online, un jeu qu'il connaissait que trop bien. D'un coup, un bruit à glacer le sang a retenti derrière lui faisant presque sauter le cœur hors de la poitrine. Un monstre Glenfang est apparu, les yeux en feu et de la bave coulant de ses crocs acérés comme des rasoirs. Il a lâché un rugissement féroce et a bondi droit sur Yuma comme une flèche lancée à toute vitesse. Un coup de griffe dévastateur l'a frappé en pleine poitrine, l'envoyant valser. Une douleur atroce jusqu'aux os l'a instantanément submergé. Le sang imbibait sa chemise. Il a réalisé avec une horreur absolue que ce n'était plus un jeu, c'était la réalité. Serrant sa plaie béante, Yuma a fui pour sauver sa peau, s'enfonçant désespérément plus profondément dans le sombre donjon. Le monstre le traquait sans relâche, sa respiration haletante résonnant juste dans son dos. Une intersection est apparue droit devant lui, ne lui laissant pas une seule seconde pour réfléchir. Sans issue, Yuma s'est jeté à l'aveugle sur un chemin, s'accrochant au mince espoir de trouver une échappatoire. Courant jusqu'à ce que ses poumons brûlent, il s'est effondré sur le sol, cherchant sa respiration, s'estimant heureux d'avoir temporairement semé la bête. Devant lui se dressait une autre porte massive, sculptée de motifs complexes identiques au donjon de haut niveau du jeu. L'image de ce monstre terrifiant hantait encore son esprit. Tout s'était passé trop vite et n'avait absolument aucune putain de logique. Ce monde s'était-il vraiment transformé en un donjon géant exactement comme dans VO? Le regard de Yuma a balayé accidentellement la mystérieuse pièce dans laquelle il venait de débouler. Au milieu de piles de pièces d'or et de coffres usés, une douce lueur bleue émanait du centre. Sur un grand piédestal de pierre reposait un vieux grimoire, déjà ouvert, comme s'il attendait un lecteur. Son titre disait « Le journal de Ludion aux 1000 nuits », un nom que Yuma n'avait jamais vu de sa vie. Malgré son temps de jeu astronomique sur VO, il était absolument sûr de ne jamais avoir croisé un truc pareil en jeu. À l'intérieur se trouvaient des illustrations bizarres de sorcières préparant des potions de champignons vénéneux au fond des forêts. Les pages suivantes relataient des concours de pêche excentriques avec des léviathans sous-marins titanesques. Et des histoires de bannissement d'une guilde d'hommes bêtes juste pour avoir triché aux cartes. Un tout nouveau monde se dévoilait sous ses yeux. Yuma a rigolé en lisant les entrées farfelues du journal. Il trouvait ça amusant que quelqu'un puisse vivre de manière aussi libre et sans attache, un contraste radical avec sa propre vie de larbin. En repensant à la façon dont son patron Totsuka le harcelait sans arrêt, Yuma s'est senti comme un gros crétin d'avoir supporté ça aussi longtemps. Il enviait la liberté du personnage dans le bouquin et souhaitait désespérément pouvoir vivre comme ça lui aussi. Au milieu de la douleur cuisante de sa blessure, la soif de liberté de Yuma brûlait plus fort que jamais. En réponse à ce désir ardent, le vieux bouquin s'est mis à rayonner d'une lumière dorée éblouissante. Il a lévité dans les airs, projetant une aura lumineuse qui a enveloppé tout le corps de Yuma. Il a fixé tout ça avec une admiration totale, alors que son corps était aspiré dans ce phénomène miraculeux. Une chaleur torride a déferlé dans ses veines, et miraculeusement, la blessure mortelle sur sa poitrine a commencé à se refermer pour disparaître complètement. Une notification système a popé, confirmant que Yuma s'était éveillé en tant que joueur. Son apparence a complètement changé pour une tenue de bouffon ultra stylisée. La classe qu'il avait reçue était Legendary Trickster, une classe cachée exceptionnellement rare. Yuma a regardé ses nouvelles fringues avec hébétude, ayant encore du mal à croire qu'il était vraiment devenu un joueur. Un panneau de compétences est apparu, affichant la classe Playboy et la compétence Bluff. Il a pigé que cette classe n'avait jamais existé dans le jeu VO d'origine. Des coups violents contre la porte ont brutalement interrompu le fil des pensées de Yuma. Le Glenfang l'avait pisté jusqu'ici. Yuma a commencé à stresser,
réalisant qu'il n'avait toujours pas la moindre arme en main. La porte a volé en éclats alors que le monstre enragé bondissait direct dans la pièce. Mais au lieu d'avoir peur, les yeux de Yuma se sont durcis d'une confiance absolue. Il comprenait ce monde mieux que quiconque. Si c'était vraiment le monde de VO, alors c'était son putain de terrain de jeu. Yuma a invoqué un deck de cartes magiques, prêt à lancer la partie avec un sourire arrogant aux lèvres. Yuma s'est retrouvé face à face avec le Glenfang temps plein dans le donjon obscur. Il a ramassé une pierre, se disant que si c'était le monde du jeu qu'il connaissait, il y avait forcément moyen de se battre. Prenant son élan, Yuma a balancé la pierre de toutes ses forces sur la bête. Le caillou a fait mouche, se plantant en plein centre du front du rat mutant. Le monstre a bondi pour contre-attaquer, mais Yuma a prestement esquivé sur le côté. Il a capté que ces petites pierres ne feraient normalement que dalle. Pourtant, il a ramassé une autre poignée de gravats. Il a déclenché un tir de barrage à une vitesse folle, faisant pleuvoir des dégâts critiques qui popaient dans tous les sens au-dessus du monstre. Le Glenfang s'est écroulé, crevant sur le coup. Son panneau de statut est apparu, révélant que sa stat de chance avait explosé à 21 points alors qu'il n'était que niveau 1. En fouillant la bête crevée, il a ramassé un éclat tranchant qui offrait 2 points d'attaque supplémentaires. Armé de sa nouvelle arme, Yuma a foncé avec assurance sur le monstre suivant. Un coup d'estoc mortel a pris le Glenfang totalement par surprise. Le corps du monstre a commencé à se désintégrer dans les airs. Yuma a poussé un soupir de soulagement, réalisant qu'il pouvait vraiment se débrouiller au combat. Une notification de montée en niveau a retenti. Il avait atteint le niveau 2, et sa chance a grimpé à 29. Yuma commençait à être hyper par la puissance de cette classe Playboy. Il s'est avancé droit vers le portail géant et lumineux devant lui. Derrière ce portail se trouvait le domaine du boss. Cependant, quelqu'un attendait déjà devant la porte. Un type bizarre s'est retourné vers lui avec un rictus complètement sinistre. Un peu plus tôt, Yuma s'était débarrassé sans effort de plusieurs autres glanfants. Les ayant combattus des milliers de fois dans le jeu, il connaissait leur pattern de mouvement au pixel près. Il avait enfin atteint la salle du boss, qui dégageait une aura sombre et oppressante. Soudain, une voix a appelé son nom, faisant sursauter Yuma et lui donnant des sueurs froides. Des pas lourds ont claqué, se rapprochant de plus en plus. Le visage de Yuma s'est vidé de ses couleurs lorsqu'il a reconnu cette voix bien trop familière. C'était Totsuka, son tyran de patron. Le salaud souriait en voyant la boîte transformée en donjon. Il a commencé à déblatérer sur la façon dont toute cette situation avait en fait du bon. Totsuka s'est vanté avec fierté qu'il était déjà un guerrier de niveau 6. Yuma s'est figé, totalement sous le choc que cette pourriture de boss ait atterri ici. Totsuka a ordonné à Yuma d'y aller en tant qu'appât pour qu'il puisse sniper le boss pendant qu'il était distrait. Yuma était complètement écœuré par cette exigence malveillante et absurde. Des souvenirs lui sont revenus du vieux hurlant, la parole du patron est absolue. Sans l'once d'une hésitation, Totsuka a balancé un coup de pied brutal, expédiant Yuma directement dans la salle du boss. Il s'est étalé de tout son long sur le sol, une ombre sombre colossale se dressant immédiatement au-dessus de lui. Un Glenfang géant a surgi. C'était le maître absolu de cette pièce. La bête a poussé un rugissement et a décoché un coup de griffe dévastateur vers lui. Yuma a réussi in extremis à faire une roulade pour esquiver la terrifiante attaque. Resté à l'extérieur, Totsuka attendait pépère que son subordonné se fasse dévorer tout cru. Il a déclaré froidement qu'un sous-fifre mourant pour son boss était tout simplement dans l'ordre naturel des choses. Un impact violent a fait valser Yuma, la douleur si atroce qu'elle lui a coupé le souffle. Yuma n'arrêtait pas de marmonner. Non, c'est pas possible. Il était furieux de se dire que, même après être devenu plus fort, il allait crever à cause d'une vraie ordure. Dehors, Totsuka croisait juste les bras et regardait, indifférent à la lutte désespérée de Yuma à l'intérieur de la salle. Au fond du désespoir total, il s'est demandé s'il n'y avait vraiment aucune issue pour lui. D'un coup, une lumière aveuglante a clignoté, accompagnée d'un rire moqueur. « Oh mec, je ne peux pas supporter de voir ce spectacle pathétique du tout. » L'étrange lumière s'est reflétée clairement dans les yeux émerveillés de Yuma. Une tête flottante coiffée d'un chapeau de bouffon est apparue. C'était Ludion. Yuma est tombé à genoux, fixant intensément cette entité bizarre. Ludion a affiché un sourire malicieux et a déclaré à Yuma « Tu es l'élu ». Encore sous le choc, Yuma a balbutié « C'est quoi ton délire ?» Ludion l'a balayé de la main, déclarant que ça n'avait pas autant d'importance que le fait que Yuma soit officiellement devenu un joueur. L'esprit lui a même conseillé de ne pas être aussi tendu et de juste commencer à kiffer le jeu. Ludion a proposé un marché alléchant. Il prêterait à Yuma son pouvoir pour inverser les rôles. Pendant ce temps, au loin, Totsuka a soudainement senti que quelque chose clochait vraiment dans la pièce. Le monstre s'était brusquement arrêté, complètement immobilisé, comme si le temps lui-même s'était figé. Perdant patience, Totsuka a gueulé, exigeant de savoir ce que Yuma marmonnait et le pressant de se faire bouffer pour qu'ils en finissent. L'attitude de Yuma a changé du tout au tout. Son visage est devenu glacial et d'une résolution absolue.
Ses yeux se sont mis à luire d'un éclat doré autoritaire alors qu'il fixait son boss et l'appelait doucement par son nom, Totsuka. L'enfoiré de patron a légèrement frissonné sous ce regard, des sueurs froides commençant à perler sur son front. Yuma a déclaré avec autorité, « Je ne suis plus ton putain de subordonné. » Des vagues d'énergie verte ont commencé à tourbillonner autour de son corps. Ludion avait l'air incroyablement hypé, disant qu'il allait lui apprendre comment un vrai joueur utilise ses compétences. Sous la direction de Ludion, Yuma s'est tenu prête à affronter le Glenfang qui chargeait. Ludion a exécuté un claquement de doigts stylé pour activer son pouvoir caché. Une explosion d'énergie verte a violemment éclaté juste entre Yuma et la bête colossale. Le boss a semblé pris de panique et confus face à cette étrange vague de pouvoir qui l'engloutissait. Ludion flottait par là, observant à quel point les effets de la compétence étaient en train de renverser totalement le cours du combat. Ludion a expliqué que grâce à cette compétence, pour le boss, Yuma ressemblait maintenant exactement à un Glenfang subordonné. Le boss a baissé la tête en signe de soumission, ayant complètement perdu toute intention de l'attaquer. L'esprit a traduit les grognements du monstre, notant qu'il semblait demander à Yuma de l'aider à s'occuper de ce type, Totsuka, là-bas. Yuma avait encore une once d'hésitation, mais le boss Totsuka est toujours. Ludion l'a coupé avec un dégoût pur, affirmant qu'être un boss ne signifiait absolument que dalle dans ce monde brutal. Il a révélé que Totsuka n'était en fait qu'un pion insignifiant manipulé par d'autres. Ludion a rappelé à Yuma de se ressaisir et d'arrêter de se laisser hanter par ses angoisses liées au boulot, parce que la vraie aventure commençait maintenant. Les yeux de Yuma se sont illuminés. Il a réalisé qu'il n'était plus un esclave corporatif, mais un joueur complètement libre. Les pas de Yuma semblaient maintenant beaucoup plus ancrés et débordant de confiance que jamais. Il s'est redressé, jurant avec audace qu'à partir de maintenant, il vivrait sa vie librement, selon ses propres règles. Au loin, Totsuka s'égosillait toujours, ordonnant à Yuma de se dépêcher de mourir pour accomplir son devoir de subordonné. Yuma a tourné la tête pour regarder son ancien patron, tout son corps dégageant une aura écrasante qui a laissé Totsuka paralysé et silencieux. Totsuka a explosé de rage. « C'est moi qui décide de ton évaluation de perf. » Tú oses me defier. Ignorant ces menaces vides de sens, Yuma a commencé à canaliser la compétence spéciale de la classe Playboy. Il a pointé un doigt vers l'avant, activant la compétence « Bluff Nive ». Qui avait le pouvoir d'altérer la perception de la cible. Totsuka a été instantanément frappé par la compétence. Il a frénétiquement protégé son visage alors qu'une illusion terrifiante commençait à se matérialiser. Les yeux du boss se sont écarquillés de pure terreur, sa respiration devenant incroyablement saccadée. Aux yeux de Totsuka, le monstre avait disparu, remplacé par la silhouette imposante et courroucée du directeur de l'entreprise en train de le pourrir. Piégé dans une hallucination cauchemardesque, Totsuka voyait le directeur suprême lui hurler furieusement au visage à propos du boulot. Le patron Froussard a instantanément perdu toutes ses couleurs, tremblant alors qu'il se défendait, dit « Directeur, depuis quand vous êtes là ?» Totsuka a essayé frénétiquement de se justifier auprès de l'illusion, balançant constamment ses subordonnés sous le bus et suppliant pour sa propre évaluation. Il n'avait pas la moindre idée qu'il était en train de sourire et de supplier de façon pathétique devant le vrai monstre. Soudain, une baffe dévastatrice du monstre a frappé Totsuka en plein visage, mettant fin abruptement à son charabia délirant. Le coup a fait voler Totsuka, qui a percuté violemment le mur de pierre derrière lui dans une douleur atroce. Son épée est tombée inutilement sur le sol dans un bruit métallique, marquant la défaite humiliante de l'homme qui se pavanait toujours comme un supérieur. Yuma a regardé de loin le patron mourant se débattre dans une flaque de sa propre lâcheté, demandant nonchalamment si, même maintenant, il ne se souciait que de sauver sa propre peau. Totsuka a levé la tête, le visage couvert d'ecchymoses et ensanglanté, réalisant que leur position était désormais totalement inversée. Pile à ce moment, le Glenfang géant a rugi, levant ses griffes pour achever l'intrus lâche. Le visage de Totsuka s'est tordu de pure terreur, la morve et les larmes coulant sur son visage alors qu'il regardait la mort dans les yeux. Mais de façon inattendue, Yuma a foncé pour bloquer le coup, déclarant que le type ne méritait pas de crever dans un endroit pareil. Ludion flottait à côté avec un sourire amusé, félicitant Yuma d'avoir montré le fossé gigantesque entre leurs niveaux. Tremblant de tous ses membres, Totsuka a avoué ses torts et a supplié pathétiquement Yuma de lui sauver la vie. Yuma n'a même pas pris la peine de se retourner, balançant juste un ordre glacial, « Dégage de ma vue !» Épargné de la mort, Totsuka a détalé comme un lapin, courant pour sauver sa peau hors de ce donjon de malheur. C'était maintenant juste Yuma et le monstre. Il a brandi son épée, exécutant une attaque tranchante d'une puissance dévastatrice. Il a foncé droit sur le Glenfang géant, déterminé à mettre fin à ce combat par ses propres moyens. Avec un cri de guerre retentissant, Yuma a déclenché une frappe décisive et sans peur. Le boss du donjon Glenfang s'est brisé sous la lame du nouveau joueur, la lumière de la victoire illuminant toute la pièce. Ludion a félicité Yuma pour avoir accompli une conquête de boss parfaite. Une cascade de notifications a popé. Yuma était passé au niveau 5, avait débloqué la compétence Mimicry,
et avait officiellement nettoyé son premier donjon. Une lumière éblouissante, venant du fond du tunnel de pierre, a lentement tout englouti. Yuma est sorti, abasourdi de se retrouver de nouveau dans la ville moderne. Il a laissé échapper un soupir de soulagement, ayant encore du mal à croire qu'il s'en était sorti vivant. Mais son sourire s'est effacé instantanément quand il a levé les yeux vers le ciel et vu un reflet terrifiant dans les vitres. Des monstres planaient partout entre les gratte-ciel, comme dans un cauchemar vivant. Des écrans géants dans les rues diffusaient des infos d'urgence, confirmant que des donjons popaient à l'échelle mondiale. Des images de monstres de donjons ont été diffusées, donnant des frissons dans le dos à tout le monde. Pas seulement des monstres, mais tout un nouveau continent venait de surgir brusquement du milieu de l'océan. Les présentateurs du JT n'arrêtaient pas de presser le public de rester calme face à la crise. La foule dans la rue restait pétrifiée, regardant les événements se dérouler avec une horreur absolue. Des cris de panique résonnaient de partout. Le monde avait complètement pété les plombs. Debout au milieu de ce chaos, Yuma a affiché un sourire satisfait, sachant que son heure de gloire était enfin arrivée. La tête de Ludion a surgi, complimentant le regard ultra confiant qu'il affichait actuellement. Yuma a jeté un coup d'œil, surpris, mais n'a pas oublié de remercier l'esprit de lui avoir sauvé la mise. Le petit esprit a fait un clin d'œil, se présentant comme Ludion, un vrai playboy. Il a instantanément reconnu le nom. C'était l'auteur de ce grimoire mystérieux. Ludion lui a conseillé d'arrêter de se prendre la tête et de commencer à profiter de ce tout nouveau monde. Yuma a commencé à planifier son prochain coup dans ce monde regorgeant d'opportunités. Ses yeux se sont fixés sur une flèche imposante dégageant une étrange lumière bleue à son sommet. Il a rigolé intérieurement, l'ayant immédiatement identifié comme un endroit ultra familier du jeu. Un long couloir à l'architecture classique s'est matérialisé dans son esprit. De lourdes portes s'ouvraient à la volée, révélant un coffre au trésor brillant de 1000 feux cachés tout au fond. L'image de la magnifique déesse du tutoriel est apparue, rayonnant d'autorité dans un talot divin. Mais juste au pied de cette déesse du tutoriel se trouvait l'ombre d'une entité maléfique aux yeux rouges menaçants. À présent, Yuma se tenait devant les portes en bois massif du labyrinthe des commencements. Ludion lui a demandé pourquoi il perdrait son temps à se farcir un donjon pour débutants. Yuma a touché la porte, expliquant l'existence d'une pièce secrète au fin fond de ce donjon. C'était l'endroit exact où était planqué le trésor caché de la déesse qu'il visait. En entendant le mot trésor, Ludion a soudainement eu l'air hyper intrigué et tout aussi curieux. Il a raconté que dans le jeu, personne n'avait jamais réussi à mettre la main sur ce coffre légendaire. Un coffre rouge au design exquis attendait que son véritable maître vienne le récupérer. Et Yuma a déclaré avec une certitude absolue qu'il avait trouvé la clé pour l'ouvrir. Ludion a ri de bon cœur, l'encourageant à se lâcher et à foutre le bordel à l'intérieur. Ayant balancé son speech, l'esprit s'est évanoui sans laisser de traces pour aller pioncer, laissant Yuma agir en solo. Il l'a regardé disparaître et a claqué la langue. Quel vieux crouton qui n'en faisait qu'à sa tête. Yuma a officiellement mis les pieds dans le labyrinthe des commencements, avec un plan complètement dingue en tête. L'espace intérieur du donjon était d'une grandeur à couper le souffle, bordé de piliers en pierre blanche immaculée. La déesse du tutoriel a fait son apparition, se lançant dans son discours de bienvenue parfaitement scripté pour les nouveaux joueurs. En entendant ces répliques, Yuma a eu l'impression de revoir exactement les tutoriels du jeu à l'époque. La déesse a continué à lui donner des instructions sur la façon de se battre et de trouver la sortie. Elle a tendu la main pour lui accorder sa bénédiction, promettant de protéger en permanence le joueur lors de son voyage. En voyant sa beauté divine de si près, Yuma a dû admettre qu'elle en jetait gravement plus en personne. Yuma a subtilement réajusté le bord de son chapeau, un sourire cryptique jouant sur ses lèvres alors que son véritable plan se mettait en marche. La déesse était encore en train d'expliquer le panneau de statut avec passion, complètement ignorante du fait que Yuma s'en battait royalement les couilles. Elle continuait son blabla sur les stats de HP et MP de façon aussi mécanique que si elle était programmée. Mais la déesse s'est soudainement figée lorsqu'elle a réalisé que Yuma avait déjà ouvert le coffre au trésor à un moment donné. Il a sorti une épée en bronze, le visage masqué d'une pure déception parce que l'objet était de la vraie poubelle, comparé à lui. La déesse commençait à être gonflée par l'insolence absolue de ce noob très étrange. Elle a essayé de garder son calme pour annoncer l'arrivée d'un ennemi dans la zone d'entraînement. Un monstre esprit du feu s'est matérialisé, et la déesse lui a dit de se concentrer et de dégainer son arme pour le combat. Avant même qu'elle puisse finir sa phrase, Yuma a annihilé le monstre en une fraction de seconde, laissant la déesse totalement bouche bée. Elle s'est forcée à sourire, le félicitant d'avoir passé la première épreuve, et s'est préparée à passer à l'étape suivante. Yuma s'en foutait de l'écouter. Il a juste continué à marcher tout droit, manquant de respect de manière flagrante à toutes les règles du tutoriel. Il a serré fermement la poignée de son épée, se préparant à une action encore plus dingue que de passer les dialogues. Une attaque dévastatrice a été lancée, détruisant les murs en pierre blanche immaculée du donjon. La déesse regardait avec une horreur totale de profondes entailles bleues lumineuses ravager cette terre sacrée. Les piliers de pierre se sont effondrés sous la puissance brute de Yuma, soulevant des nuages de poussière partout. Elle a hurlé de fureur,
l'engueulant pour avoir osé insulter et vandaliser ce sanctuaire sacré. Voyant la déesse commencer à péter un plomb, le sourire de Yuma n'a fait que s'élargir. C'était exactement ce qu'il attendait. Une vague d'énergie noire l'a englouti, signalant l'apparition du Red Boss caché, la déesse de la colère. Une fureur absolue avait dévoré sa personnalité bienveillante, la transformant en une entité vraiment flippante. Yuma a remarqué tranquillement que son apparence, quand elle pétait totalement les plombs, ressemblait exactement à ce dont il se souvenait du jeu. Il s'est rappelé les statistiques précises et les objets rares qui tombaient après avoir vaincu ce Red Boss. Enfin, je suis libre de cette prison éternelle. Une voix dégoulinante d'une méchanceté absolue a résonné depuis l'ombre sombre. L'objet, couronne d'épines, était exactement ce que Yuma convoitait. C'était la clé pour déverrouiller la chambre secrète. Cet artefact divin était à l'origine incroyablement bien planqué en plein dans ce donjon de départ soi-disant inutile. Yuma s'est retourné pour foudroyer la déesse d'un regard de défi. Il ne connaissait que trop bien ce coffre. La déesse avait maintenant l'air incroyablement tendue, suant à grosses gouttes en réalisant qu'un simple humain avait percé son secret à jour. Yuma a balancé nonchalamment un autre coup d'épée sur le mur de briques devant lui, comme pour se foutre ouvertement de sa gueule. Un sourire cruel et vicieux a fleuri sur le visage de la déesse alors que sa transformation était achevée. Des épines aiguisées comme des rasoirs se sont enroulées autour de sa tête, tandis qu'une magie noire explosait violemment autour d'elle. Elle a rugi, traitant Yuma de sale morveux insolent et jurant de lui faire goûter à la véritable agonie. J'en ai tellement marre de répéter ce tutoriel pathétique jour après jour. La déesse a hurlé dans l'abîme. Ses yeux brillaient d'un rouge sang, se fixant sur Yuma avec une intention meurtrière étouffante. D'un balayage de bras dévastateur qui a déchiré l'air, la déesse a bondi droit sur lui. Yuma a frénétiquement levé son épée pour parer, mais la puissance brute d'un vrai Red Boss était tout simplement écrasante. Sa vitesse était si absurdement élevée que l'œil nu pouvait à peine la suivre, laissant des traînées d'énergie noire dans son sillage. À son niveau actuel, Yuma a réalisé qu'il avait affaire à un défi bien au-delà de son contrôle. Des griffes acérées ont effleuré son visage. Le moindre faux pas signifiait la mort instantanée. La déesse a ri d'un rire maniaque, savourant absolument le frisson de massacrer celui qui avait osé la faire chier. Yuma a réalisé avec une terreur totale que son adversaire était trop rapide. Il n'avait littéralement pas la place pour esquiver. Du sang a giclé partout lorsqu'un violent coup de griffe du Red Boss l'a frappé de plein fouet. Son épée a été envoyée valser, la main de Yuma pendant sans vie sur le sol de pierre glacée dans une mare de sang. La déesse a éclaté de rire à gorge déployée, estimant que c'était exactement comme ça que les choses devaient toujours se terminer. La déesse de la colère a poussé un cri perçant de folie furieuse. Elle avait été forcée de répéter cette boucle des dizaines de millions de fois juste pour des ordures comme Yuma. Ses yeux rouges s'en débordaient d'envie de tuer, du sang étalant encore sur son visage après un combat qui semblait totalement plié. Mais son sourire s'est effacé en une fraction de seconde quand elle a vu Yuma se tenant là, complètement indemne, juste derrière elle, tandis que le corps au sol n'était qu'une illusion d'énergie verte. Il a exhibé d'un air suffisant l'objet qu'il venait de lui piquer, admettant que son petit coup de bluff venait presque de capoter. Reposant dans la main de Yuma se trouvait la sombre couronne d'épines, le trésor ultime qu'il avait prévu de chourer depuis le tout début. La déesse s'est pris la tête dans les mains, totalement sous le choc, incapable de croire que sa possession la plus vitale lui avait été volée sans qu'elle ne s'en rende compte. Un sourire profondément satisfait a illuminé les lèvres de Yuma. Tout s'était déroulé exactement comme il l'avait calculé dans sa tête. Il s'est étiré les bras pour se détendre, se sentant incroyablement revigoré après avoir survécu à un tuto pour débutants aussi risqué. La pitoyable déesse n'était plus qu'une ombre solitaire, s'effondrant dans le sombre hall de pierre dans une défaite écrasante. Yuma a réajusté son chapeau, les yeux flamboyants d'une confiance absolue, alors qu'il déclarait qu'il allait s'emparer de la totalité du trésor de la déesse. Yuma s'est arrêté net devant une porte bleue colossale qui avait l'air incroyablement lourde. Dans sa main, il serrait toujours la couronne d'épines scintillantes qu'il venait de looter au chapitre précédent. La porte s'est ouverte en grinçant lentement, révélant un espace complètement englouti dans une épaisse brume blanche. Yuma était extatique d'avoir enfin réussi à l'ouvrir, s'accrochant toujours à l'artefact divin comme à sa propre vie. Une brillante lumière dorée s'est reflétée profondément dans les yeux du jeune homme. Devant Yuma reposait un coffre en or aux sculptures complexes, irradiant d'un halo divin aveuglant. Il crevait d'envie de savoir ce que ce trésor caché de la déesse pouvait bien contenir de si précieux. La main de Yuma s'est lentement tendue vers la lumière étincelante qui débordait du coffre. Une notification du système est apparue. Il venait d'acquérir l'objet légendaire Anneau de protection de la déesse, capable de restaurer complètement les PV au seuil de la mort. En tenant l'anneau d'or, Yuma était aux anges. C'était un vrai item légendaire. Il avait l'air putain de premium. Alors qu'il admirait, il a soudainement remarqué un truc un peu chelou. En regardant à travers le centre creux de l'anneau, Yuma a cru repérer un tout autre secret complètement caché. De retour dans le hall principal du donjon, la déesse du tutoriel gisait toujours inconsciente sur le sol glacial. Elle a bougé faiblement, laissant échapper un gémissement d'épuisement après cette bataille brutale.
La déesse s'est forcée à se lever, se tenant la tête alors qu'une vague de vertige la submergeait, toujours incapable de piger ce qui venait de se passer. Elle fixait ses propres mains avec un regard vide, tentant désespérément de reprendre ses esprits. Elle se souvenait exactement de la façon dont elle avait complètement pété un plomb et perdu tout contrôle pendant le combat. Un étrange bruit de clapotis, venant du lac, a soudainement attiré son attention. Il s'est avéré que c'était juste Yuma, qui piquait tranquillement une tête dans l'eau sacrée et lui faisait même un signe de la main tout sourire en voyant qu'elle était réveillée. La déesse en a laissé tomber sa mâchoire d'incrédulité avant d'exploser de rage, incapable de comprendre que quelqu'un ait l'audace de commettre un tel blasphème juste sous son nez. Yuma a joué sa ultra cool, disant qu'il avait toujours voulu nager ici parce que l'eau était super bonne. La déesse était juste pétrifiée, complètement à court de mots. Se rappelant soudainement de l'artefact, elle a frénétiquement tourné la tête vers le piédestal de pierre. La déesse a foncé droit vers la réserve au trésor, ignorant royalement le pervers qui trempait encore dans l'eau. Le coffre rouge reposait toujours parfaitement intact sur le piédestal en pierre, comme si absolument rien ne s'était passé. Elle a ouvert le coffre à la volée et a été complètement abasourdie de voir l'anneau toujours posé à l'intérieur. Pourquoi un intrus s'infiltrerait-il ici sans prendre le butin? Yuma est sorti de l'eau, déclarant nonchalamment que comme il avait vu à quel point la déesse y tenait, il avait finalement décidé de ne pas le prendre. Une performance absolument sans faille. Il a même balancé un compliment sur l'état de conservation impeccable de l'anneau, disant qu'on pouvait presque pas deviner son véritable âge. Les mots de Yuma ont laissé la déesse momentanément abasourdie, plongeant dans un silence profond. D'anciens souvenirs lui sont revenus en mémoire, ceux d'un vieux temple trônant sous un ciel bleu limpide. C'était à l'époque où la statue de forge d'artefacts divins crachait les tout premiers anneaux de protection. La déesse et ses sœurs avaient sauté de joie parce qu'enfin, tout le monde avait son propre anneau de protection. Elles portaient les anneaux tout ensemble, symbolisant un lien qui ne serait jamais brisé. Un sourire radieux a illuminé les lèvres de la déesse alors qu'elle repensait à ses jours paisibles et dorés. À l'époque, elles étaient totalement libres et pouvaient aller jouer n'importe où. Cet anneau était le souvenir ultime de son âge d'or. En revenant brutalement à la réalité, elle a fixé tristement le bijou dans sa main. Elle l'avait scellé, pensant qu'elle n'en aurait plus jamais l'utilité. Les yeux de la déesse se sont remplis d'une profonde tristesse en pensant à sa réalité complètement banale. Elle avait vraiment cru un jour qu'elle ne le porterait plus jamais de sa vie. Yuma est apparue dans l'embrasure de la porte, demandant doucement si elle n'avait pas été obligée de jouer les guides pour noob depuis bien trop longtemps. Sa silhouette ressemblait fortement à celle d'un employé de bureau épuisé. Il lui a dit qu'il comprenait parfaitement cette douleur parce que lui aussi avait été un vrai larbin du système. La déesse a levé les yeux vers le jeune homme devant elle, une lueur d'empathie commençant à s'allumer dans sa poitrine. Yuma a grand ouvert les bras, lui conseillant d'essayer de s'amuser pour une fois, au lieu de juste bosser comme une foutue machine. Il a suggéré avec enthousiasme qu'elle pourrait essayer de redécorer le donjon ou de s'éclipser de temps en temps pour prendre l'air et se vider la tête. Yuma a ouvert la main, lui disant qu'elle pouvait devenir absolument tout ce qu'elle voulait être. Il a souri pour l'encourager, lui affirmant qu'elle n'avait plus besoin de s'enfermer dans cette cage. La déesse du tutoriel s'est figée à ces mots d'une profonde sincérité. Elle a offert un léger sourire, ayant apparemment trouvé sa propre réponse. La déesse a tendu l'anneau à Yuma et lui a dit qu'elle le lui cédait. Yuma a hésité une seconde, prêt à refuser, mais elle a assuré fermement que c'était tout à fait d'accord. Elle a souri de toutes ses dents, disant que grâce à Yuma, elle avait réalisé ce qui comptait vraiment et qu'il méritait amplement ce cadeau. Un peu plus tard, Yuma avait remis sa tenue familière de bouffon. Il s'est assis sur les marches et a promis qu'il reviendrait traîner. La déesse l'a prévenu de faire gaffe, vu que le monde extérieur était extrêmement dangereux. Yuma s'est soudainement demandé à haute voix pourquoi le monde avait même fini comme ça. Mais elle a juste secoué la tête. Elle-même n'avait aucune idée de la véritable nature de ce qui s'était passé. Elle a expliqué qu'elle avait juste entendu une voix dans sa tête, et la minute suivante, elle avait été arrachée du monde du jeu et traînée ici. Yuma a plongé dans une profonde réflexion concernant cette voix mystérieuse avant de la remercier. Il a souri avec un optimisme pur, décidant que pour l'instant, il allait juste kiffer cette toute nouvelle vie. La déesse a accepté avec joie. Elle aussi allait changer radicalement sa façon de vivre. Quelques jours plus tard, le hall du donjon était si vivement décoré que les nouveaux arrivants ne pouvaient s'empêcher de s'étouffer d'admiration. Au lieu d'une déesse, ils n'ont trouvé qu'un panneau d'affichage complètement délirant. La déesse est de sortie. Allez tout droit vers le coffre, affrontez les monstres vous-même et prenez le butin. Les noobs ont été laissés dans un état de choc total, totalement incapables de comprendre quel genre de tutoriel chaotique c'était censé être. Yuma a observé son chef-d'œuvre de loin avec un regard satisfait, accompagné de l'esprit Ludion à ses côtés. Ludion l'a félicité, disant que les choses s'étaient déroulées plutôt bien. Yuma a ensuite commencé à se demander où il allait bien pouvoir aller. En repérant les infos sur le nouveau continent mystérieux, sur l'écran géant de la rue, il a instantanément verrouillé sa prochaine cible. Il a pointé le doigt, déclarant que cet endroit avait définitivement l'air d'être le plus fun. Ludion était tout aussi excité,
chauffant Yuma pour qu'il sorte et profite de l'immense monde qui l'attendait. Yuma a affiché un sourire confiant, prêt à 100% à relever de nouveaux défis. Sorti de nulle part, le téléphone accroché à sa taille s'est mis à vibrer violemment. Il l'a sorti et a vu que c'était un appel de Suwa, un vieux pote du jeu. Le son de Suwa hurlant à la mort pour demander de l'aide à travers le haut-parleur a fait écarquiller les yeux de Yuma de stupeur. Yuma s'est instantanément mis à sprinter tout en exigeant d'urgence de savoir ce qui se passait. À l'autre bout, Suwa était affalé sur le sol avec une entaille à la tête, tremblant et disant qu'il ne pouvait pas bouger et qu'il allait se faire tuer. Yuma a hurlé à son pote de tenir le coup, criant qu'il arrivait tout de suite. Yuma et Suwa avaient joué au jeu ensemble depuis des lustres. Le gars était en fait un joueur vétéran qui squattait souvent le haut des classements. Dans l'obscurité, la main d'un monstre colossal se glissait lentement vers Suwa recroquevillé. Yuma n'arrivait pas à comprendre comment un mec comme Suwa se faisait complètement éclater dans un donjon bas niveau pour débutants. Il a foncé comme le vent à travers les couloirs du donjon, le cœur lourd d'effroi face à ce qui se préparait. Pendant ce temps, Suwa était tellement pétrifié qu'il pleurait littéralement, joignant les mains dans un désespoir absolu, priant pour sa vie. Yuma a fait irruption dans la grotte lugubre, confirmant immédiatement qu'il s'agissait bien d'un donjon strictement réservé aux noobs. Il s'est enfoncé plus profondément, complètement encerclé par une nuée chaotique de chauves-souris rouges. Il s'est dit que les monstres ici n'étaient même pas censés être un minimum puissants. Alors pourquoi diable Suwa était-il dans un état aussi pitoyable? Ludion a surgi pour voir ce qu'il en était, et Yuma a répondu à la hâte que son pote était dans la merde. Ludion a caressé sa barbe pensivement, se demandant si les humains pouvaient seulement conserver leur nature originelle quand le monde entier partait en vrille. Yuma n'avait pas le temps de débattre de philosophie, il venait de repérer Suwa droit devant. Il s'est figé sur place en découvrant l'état de son ami de ses propres yeux. Yuma a pointé le doigt directement sur un rocher où Suwa était recroquevillé dans une terreur absolue, et a hurlé le nom de son pote de toutes ses forces. Yuma a couru frénétiquement vers Suwa, demandant anxieusement à son pote comment il allait. Suwa a levé les yeux, poussant un immense soupir de soulagement en voyant que c'était Yuma qui venait à sa rescousse. Le gars potelé sanglotait en expliquant qu'il pensait vraiment que ce donjon pour débutants serait une vraie promenade de santé. Yuma était perplexe. Il s'est demandé si les monstres ici étaient vraiment différents de ceux du jeu. Suwa a baissé les yeux vers ses mains qui tremblaient violemment, admettant misérablement que les monstres n'étaient pas le vrai problème. Yuma a regardé son pote avec des yeux profondément sceptiques et incroyablement inquiets. Cependant, il a quand même essayé de hyper Suwa, lui suggérant de nettoyer cet endroit ensemble comme au bon vieux temps. Des souvenirs ont afflué d'une époque où un monstre s'était jeté pour attaquer. Suwa avait levé son bouclier à la hâte pour bloquer et avait crié à Yuma de se synchroniser. Les pieds de Yuma avaient glissé sans effort sur le sol, armés et prêts pour un coup de grâce mortel. Une attaque tranchante dévastatrice avait fendu l'air, abattant la bête en un clin d'œil. Ce travail d'équipe parfaitement synchronisé était un souvenir de l'époque où ils dominaient absolument le monde virtuel tous les deux. Yuma a fait un grand sourire, faisant remarquer que se battre côte à côte comme ça donnait une sensation aussi géniale que dans le jeu, même si Suwa avait encore l'air sacrément épuisé. Soudain, les yeux de Suwa se sont illuminés comme des feux d'artifice alors qu'il repérait quelque chose caché dans un angle mort. Un coffre au trésor. Le mec a jubilé, complètement hypé. Suwa a prudemment retiré le couvercle du vieux coffre en bois cabossé. À l'intérieur reposait une épée longue plus 1 minute émettant une lueur bleue incroyablement douce et apaisante. Suwa était aux anges d'obtenir de l'équipement amélioré, tandis que Yuma a fait un petit cours sur l'importance cruciale de l'amélioration des armes. Serrant fermement sa nouvelle épée, Suwa espérait sincèrement que ça lui donnerait le coup de boost dont il avait besoin pour les prochains combats. L'autre objet dans le coffre était un flacon de sable de cuivre, un matériau d'artisanat de bas niveau que Suwa considérait clairement comme de la merde. Yuma, de son côté, avait l'air très intrigué et a décidé de le mettre dans sa poche, ignorant totalement la confusion totale de son pote. Un bruit chelou a brusquement résonné, les faisant sursauter tous les deux et se mettre en alerte maximale. Un monstre violemment rouge au corps grotesquement déformé a émergé des ombres, grognant de façon menaçante. Une terreur absolue a de nouveau complètement consumé Suwa, laissant le gars paralysé et totalement incapable de réagir. Vif comme l'éclair, Yuma s'est jeté en avant, exécutant une frappe aiguisée comme un rasoir pour trancher l'ennemi et protéger son pote. Même après avoir été sauvé, Suwa ressemblait toujours à une épave humaine, rongée par une anxiété constante. Yuma commençait sérieusement à avoir l'impression que quelque chose clochait profondément, fondamentalement, avec l'état mental de Suwa. Finalement, ils sont arrivés devant une porte en bois colossale menant directement à la salle du boss. Yuma s'est tourné pour demander à Suwa s'il était prêt, seulement pour recevoir une réponse incroyablement forcée en retour. Il a posé sa main sur la porte, l'anneau de protection de la déesse reposant sur son doigt. Des profondeurs noires comme l'encre de la pièce, un monstre massif protégé par une carapace dure comme de la roche a émergé. Le rugissement du boss a fait trembler tout le donjon, expirant un souffle empestant littéralement la mort. Suwa a hurlé de toutes ses forces,
Une terreur pure et sans filtre envahissant à nouveau son esprit. Le gars a frénétiquement essayé de se motiver, priant pour que la nouvelle épée lui apporte un putain de miracle. Avec un cri de guerre désespéré, Suwa a foncé tête baissée droit sur le monstre, sans réfléchir. Yuma a gueulé de panique pour que Suwa s'arrête, mais ça semblait déjà beaucoup trop tard. Poussant avec chaque dernière once de sa force, Suwa a déclenché un lourd coup d'épée directement contre la carapace du boss. La bête a complètement encaissé le coup sans broncher. Elle a balancé sa pince gigantesque dans une contre-attaque impitoyable et brutale. Un crack sec a retenti, alors que la précieuse épée longue de Suwa se cassait net en deux sur le coup. Suwa a regardé en état de choc, alors que l'arme dans laquelle il avait placé tout son espoir n'était plus que du métal dentelé inutile. Le boss s'est approché, levant sa pince colossale pour donner un coup fatal sur le corps de Suwa qui tremblait violemment. « Fais gaffe !» Yuma a hurlé, bondissant en avant comme un éclair pour stopper le massacre imminent. Il a balancé son épée pour dévier l'attaque du monstre, arrivant juste au bon moment pour protéger son ami effondré. Le boss a reculé, mais il semblait complètement insensible à la frappe de Yuma. Yuma a tenu bon devant Suwa, vérifiant anxieusement l'état de son pote quand il a vu que le mec était encore trop traumatisé pour même se relever. Suwa a totalement craqué, les larmes coulant sur son visage alors qu'il fixait la lame brisée. Il a marmonné avec un désespoir total que tout était fini et qu'il allait crever. Yuma s'est mis à genoux à côté de lui, essayant désespérément de sortir son pote du trou en lui rappelant leur promesse de se battre ensemble comme au bon vieux temps. Mais la seule réponse aux encouragements de Yuma fut un cri profondément déchirant et angoissant de Suwa. « J'ai tellement putain de peur !» Yuma était totalement sidéré par la dépression extrême de son ami. Il n'arrivait littéralement pas à croire que son ancien camarade s'était transformé en une loque aussi faible et terrifiée. Suant à grosses gouttes et tremblant violemment, Suwa avouait que la réalité n'avait absolument rien à voir avec le jeu. La horde de monstres en phase 2 était une véritable menace mortelle. Il n'était pas seulement massivement énorme, mais il dégageait aussi une odeur nauséabonde à en donner la gerbe. Suwa s'est accroché, réalisant que l'armure qu'il portait était indiciblement plus lourde que ce qu'il aurait pu imaginer. Un coup direct l'avait laissé complètement étourdi. Cette douleur aveuglante était 100% réelle, pas une foutue illusion virtuelle. Une angoisse absolue étouffait Suwa, alors qu'il réalisait qu'il n'y avait aucun putain de moyen qu'il puisse tenir tête à cette bête. Alors que Suwa était à genoux dans le désespoir le plus total, Yuma s'était déjà positionné derrière lui pour le soutenir. Yuma a prestement dégainé son épée, se préparant totalement pour une action tactique hautement calculée. Il a balancé agressivement le flacon de sable de cuivre en plein sur le monstre. Un épais nuage de poussière a éclaté, le recouvrant entièrement. Le crabe géant a rugi dans une rage chaotique absolue, alors qu'il perdait complètement la vue. Yuma a aboyé un ordre à Suwa de trouver une planque sûre, lui disant qu'il gérerait la suite. Ludion planait dans le coin en regardant le spectacle, l'air incroyablement amusé par l'approche du combat de Yuma. Le vieux fantôme qui fait grave ce genre de style de combat ultra sournois. Utilisait littéralement des déchets de l'environnement pour faire diversion et sauver son pote. Yuma a balancé son épée de toutes ses forces, mais la lame de bronze n'a fait qu'un vague clang contre la carapace dure. Il a serré les dents, son épée ne servait strictement à rien contre une défense aussi épaisse. L'armure du monstre crabe était incroyablement robuste, une épée ordinaire ne pouvait pas la percer. Ludion a fixé Yuma d'un air pensif, curieux de voir comment le gamin allait renverser la situation. En fixant la carapace de l'adversaire et ses pinces acérées comme des rasoirs, une idée folle a soudainement germé dans l'esprit de Yuma. Il a décidé d'activer sa compétence spéciale, les yeux brûlants d'une détermination absolue. Yuma a foncé droit sur le monstre à une vitesse fulgurante. Suwa a hurlé d'horreur, terrifié à l'idée que son pote fonce tête baissée vers une mort certaine. Yuma a dit à son pote de reculer et de regarder, alors qu'une lumière éclatante commençait à émaner de sa main. Il s'est rapproché de la bête, tendant la main, prêt à balancer son attaque. La compétence copie a été officiellement activée. Une lumière bleue étincelante s'est enflammée, engloutissant complètement le bras de Yuma. Une notification système est apparue avec une explication. La compétence copie de niveau 1 permet à l'utilisateur de manier la capacité de la cible pendant 15 secondes. Si une épée en bronze ne marchait pas, Yuma allait utiliser la propre puissance de son adversaire contre lui. L'arme dont il avait besoin était maintenant juste là, sur son bras. Le bras de Yuma s'est complètement transformé, devenant une pince de crabe massive et tranchante comme un rasoir. Le monstre crabe a été scotché par la transformation bizarre de l'humain devant lui. Yuma a tapé du pied pour prendre de l'élan, canalisant toute sa force pour un coup de grâce. Il a bondi en avant, utilisant la pince fraîchement copiée pour poignarder vicieusement la chair rouge et tendre sur le torse du monstre. Le sang a giclé partout alors que l'attaque transperçait sa défense naturelle. Suant à grosses gouttes, Yuma a capté que 15 secondes c'était beaucoup trop court pour achever cette bête. Le crabe a poussé un cri d'agonie, se débattant dans ses derniers instants. Les yeux de Yuma se sont verrouillés sur le seul point faible de son corps. Juste un coup critique de plus à cet endroit précis, et c'était plié. Il a mis chaque once de sa force restante dans une ultime frappe.
Un cri de guerre féroce a résonné en même temps qu'une attaque dévastatrice visant droit sur la cible. L'attaque a fait mouche, provoquant une horrible explosion de sang avant que le monstre ne s'effondre enfin. Suwa est resté pétrifié, fixant la scène sous ses yeux, incapable de croire ce que Yuma venait de réaliser. Ludion a gloussé de pur amusement. Le gamin avait géré ça à la perfection sans avoir besoin du moindre indice. Yuma avait buté le monstre. Ludion s'est approché en flottant, lui demandant s'il avait enfin pigé le style de combat Playboy. Yuma a souri de satisfaction. Apparemment, son plan était un succès total. Un bond en puissance monstrueux. Yuma est passé direct du niveau 5 au 9, débloquant au passage de toute nouvelle compétence. En sortant du donjon, la ligne d'horizon de la ville est apparue, mais le monde n'était plus le même. Les 200 sont sortis sains et saufs. Suwa s'est effondré à genoux, complètement vidé, cherchant sa respiration. Pendant que Yuma parlait du futur avec enthousiasme, Suwa a soudainement lâché une bombe. Il arrêtait d'être un joueur. Yuma était abasourdi, refusant d'en croire ses oreilles. Il pensait qu'ils allaient continuer à se battre côte à côte. Suwa s'est recroquevillé sur lui-même. Il n'en pouvait tout simplement plus de la pression écrasante et de la peur constante de crever. Yuma s'est rappelé leurs anciens souvenirs, à l'époque où ils jouaient tranquilles et se couvraient mutuellement. Mais cette réalité brutale avait complètement brisé le moral de Suwa. Il a avoué qu'il était carrément mort de trouille. Ce qu'il venait de traverser avait fait réaliser à Suwa qu'il n'avait pas sa place dans ce monde de fous. Il ne pouvait pas se battre une minute de plus. Yuma a regardé son pote dans un silence de mort. Il a compris que tout le monde n'était pas taillé pour s'adapter à cette nouvelle ère. Suwa a eu un sourire amer, disant que c'était fun de voir Yuma se battre parce qu'il avait vraiment l'air de kiffer ça. Il a décidé de retourner à une vie normale et de s'en tenir aux jeux vidéo normaux et sans danger. Yuma a hoché la tête, respectant le choix de son pote. À partir de maintenant, il allait devoir tracer sa route tout seul. Suwa a demandé quelle serait sa prochaine étape, et Yuma n'a pas hésité à dire qu'il voulait se diriger vers le nouveau continent. Les yeux de Yuma brûlaient d'une excitation féroce à l'idée de terres sur lesquelles personne n'avait jamais mis les pieds. Suwa s'est souvenu d'un article recrutant pour une équipe d'investigation destinée à cette même nouvelle terre. C'était l'opportunité en or pour Yuma de transformer son rêve d'exploration en réalité. Avant de se séparer, Suwa a prévenu Yuma de ne pas aller se faire tuer, sinon il ne lui pardonnerait jamais. Yuma a fait un grand sourire, promettant de rester en vie pour pouvoir revenir et raconter toutes ses aventures à son pote. Les deux ont fait un dernier fist bump, se séparant officiellement. Suwa a fait un signe de la main, laissant Yuma seul face au nouveau défi qui l'attendait. Yuma a immédiatement sorti son téléphone pour checker l'article dont Suwa avait parlé. Les détails concernant le recrutement de l'équipe d'investigation du nouveau continent par le gouvernement y étaient. Pas seulement des individus, mais des guildes massives comme le Glorious Hawk, dirigé par Shoya Takagi, se préparaient frénétiquement pour cette sélection. La compétition allait être un vrai bain de sang, avec tout le monde prêt à s'entretuer pour monopoliser les ressources de la nouvelle terre. Yuma a percuté que le niveau minimum requis était 15. Il allait devoir farmer comme un putain de taré dès maintenant. À part les niveaux, il avait aussi gravement besoin d'un équipement pété pour survivre à l'examen d'entrée. La prochaine cible de Yuma était un donjon au trésor, un endroit bourré à la fois de masses de XP et de loot précieux. La date limite d'inscription n'était que dans 2 jours. Yuma savait qu'il ne pouvait pas se permettre de perdre une seule seconde. Pendant ce temps, au QG de la Takagi Corporation, l'ambiance était étouffante. Le nom Takagi était maintenant synonyme de pouvoir absolu et de domination dans le monde des joueurs. Shoya Takagi présidait une réunion de la guilde Glorious Hawk. Il était assis là, dégageant une aura d'autorité glaciale et écrasante. Shoya a commencé à lire la liste des membres avec les points de contribution les plus bas de la dernière expédition. Les membres en bas de l'échelle, y compris Nijika, retenaient leur souffle de peur. Dans cette guilde, les faibles étaient purgés sans aucune pitié. 2 noms, Deki et Keto, ont été appelés. C'était pratiquement un arrêt de mort pour leur carrière dans la guilde. Shoya a froidement annoncé leur expulsion de la guilde et de l'entreprise. Un verdict expéditif et impitoyable. Les 2 joueurs se sont complètement effondrés. Ils ont imploré pitié, mais ça a coulé sur Shoya comme de l'eau sur les plumes d'un canard. Il les a défoncés sur leur ratio d'élimination et de récolte de ressources, les qualifiant de totalement inacceptables. Aux yeux de Shoya, s'ils ne faisaient pas l'affaire, des dizaines d'autres étaient prêts à prendre leur place dans la seconde. Ses yeux brillaient d'un éclat sanguinaire. Pour Shoya, ce qui n'apportait aucune valeur de contribution n'était rien d'autre que des déchets inutiles. Il a prévenu les autres de ne pas se relâcher. Dans la guilde de Shoya, il n'y avait aucune tolérance pour la complaisance ou la paresse. Shoya a ordonné à toutes les squads de se donner à fond dans le prochain raid du donjon au trésor pour sécuriser une place dans l'équipe d'investigation. Nijika Tsume a serré le rapport dans ses mains, le cœur rempli de frustration en fixant son propre classement. Même en sacrifiant son sommeil et en s'épuisant à la tâche, elle n'était toujours qu'à la 3e place du tableau de contribution de la guilde.
Les yeux de Nijika affichaient un ressentiment clair. Elle s'est jurée de devoir bosser encore plus dur. Choya a déclaré que dans cette ère de chaos, les pionniers seraient ceux qui domineraient le monde. Un sourire incroyablement ambitieux s'est dessiné. Il était prêt à tout pour atteindre les idéaux qu'il poursuivait sans relâche. La corporation de Choya allait faire de la conquête de donjons un business ultra lucratif sous le prétexte de sauver l'humanité. Yuma s'est renseigné à fond sur Choya Takagi, un joueur de très haut niveau qui était aussi le PDG d'une agence immobilière. En tombant sur une interview en ligne, Yuma a été surpris d'apprendre que le mec avait commencé à gérer une guilde si tôt. La scène a basculé vers le donjon, où des bruits de pas s'enfonçaient dans des zones dangereuses infestées de monstres. À l'intérieur du donjon au trésor, l'ambiance des combats était en ébullition. Yuma a remarqué qu'une foule massive de joueurs s'y était aussi rassemblée. Il a méticuleusement observé la situation, ne voulant manquer aucun détail qui pourrait l'aider à monter en niveau. Un zombie chasseur de trésors est soudainement apparu, exsudant une aura de mort glaciale. Yuma savait que ces enfoirés étaient super résistants. Si on ne leur éclatait pas le crâne, ils ne s'arrêteraient jamais de revenir. Une forte explosion a retenti alors qu'un tir de précision a pulvérisé la moitié du corps du zombie. Nijika Tsume a poussé un soupir de soulagement après avoir réussi un tir parfait avec son énorme flingue. Cependant, pas le temps de se poser. Le quota d'extermination de monstres était loin d'être atteint. En repérant un zombie qui essayait de prendre Nijika par surprise, Yuma a frénétiquement hurlé, l'avertissant de surveiller ses arrières. Vif comme l'éclair, Yuma a foncé et a balancé son arme, décapitant le monstre juste avant qu'il ne puisse lever le petit doigt sur elle. Nijika a sursauté, choqué par l'apparition soudaine d'un parfait inconnu dans sa zone de combat. Yuma a gentiment demandé si elle était blessée, mais il n'a reçu en retour qu'une pure froideur. Nijika a violemment engueulé Yuma pour lui avoir volé son kill, lui balançant que ça allait flinguer le quota de contribution qu'elle devait absolument remplir. Yuma est resté con, ne pigeant absolument pas pourquoi sauver la vie de quelqu'un lui valait de se faire pourrir comme ça. Nijika Natsume se tenait là avec une présence imposante, une membre d'élite de la célèbre guilde Gloriouhawk. Son regard perçant et son attitude mortellement sérieuse ont fait ressentir à Yuma la pression invisible d'une vraie joueuse pro. Nijika a foudroyé Yuma du regard, le prévenant d'arrêter de lui voler ses kills. Elle était contrainte par un quota urgent et était d'une humeur de chien. Yuma a levé les mains en signe de défense, l'air perdu, essayant d'expliquer qu'il voulait juste filer un coup de main et qu'il n'avait aucune intention de lui piquer ses kills. En entendant ses coéquipiers l'appeler d'urgence derrière, Nijika a immédiatement fait demi-tour et a tapé un sprint pour se regrouper, laissant Yuma en plan. En la regardant Seloné, Yuma lâchait un soupi de fatigue. Ça craignait de voir des joueurs devoir farmer des KPI comme des putains d'esclaves d'entreprise. Le voyant si détendu, l'esprit Ludion lui a demandé pourquoi il ne se pressait pas Yuma à juste hausser les épaules l'air de rien, disant que vu qu'il était déjà là, il pouvait aussi bien faire du tourisme dans le donjon. Une torche bleue vacillante accrochée au mur de pierre donnait parfaitement cette vibe ancienne et mystique typique d'un vieux donjon. Il a tendu la main et a touché le mur froid, voulant s'imprégner à fond de la sensation hyper réaliste que ce monde avait à offrir. Ludion a gloussé, faisant remarquer que cette attitude cool c'était exactement le style d'un vrai playboy. Ça sert à rien de se presser et de se fatiguer pour rien. Plus il s'enfonçait, plus les squelettes grouillaient, bloquant complètement le passage de l'escouade de Nijika. Devant, Nijika était déjà en position de combat, visant sa cible avec son flingue, les yeux remplis d'une intention meurtrière. Les deux autres membres de la guilde étaient occupés à élaborer une stratégie. Leur seul objectif était de farmer exactement 10 armes améliorées. Pendant que Nijika était hyper concentré pour dégager le passage, Yuma traînait tranquillement derrière, à distance, comme un putain de touriste. Yuma sentait clairement l'odeur de rouille et l'atmosphère étouffante. Ce donjon avait vraiment un bon goût et une sacrée ambiance. En marchant, ses yeux se sont soudainement fixés sur quelque chose. Il semblait avoir repéré un objet intrigant qui roulait par terre. Curieux, il s'est baissé pour inspecter le butin balancé là. Ludion flottait à côté de lui, n'ayant aucune idée de ce que ce gars tramait pendant que tous les autres se battaient bec et ongles. De l'autre côté du couloir, l'escouade de Nijika avait enfin localisé la porte menant à une salle remplie de trésors. Ils ont ramassé avec excitation plusieurs pièces d'équipement basiques comme des marteaux en fer, des arcs de puissance et des lances en acier. Tous des objets strictement plus sains. Un autre membre a curieusement forcé un coffre en bois délabré qui traînait seul dans un coin pour voir s'il restait un truc. Mais le seul truc à l'intérieur c'était une dague rouillée avec une lame complètement tordue. Une vraie poubelle. Le larbin a claqué la langue de dégoût et a balancé l'objet poubelle par-dessus son épaule sans pression. Vif comme l'éclair, Yuma a bondi en avant et a rattrapé la dague tordue en plein vol avec un mouvement de ouf. La notification système a popé, confirmant qu'il avait obtenu un objet nommé dague tordue. Au lieu d'être déçu, Yuma a fixé la lame rouillée avec une pure fascination, comme s'il venait de looter un artefact inestimable. En voyant ça, les autres mecs ont éclaté de rire, se foutant de sa gueule en disant qu'attaquer à main n'eût ferait plus de dégâts que de se battre avec ce bout de ferraille. L'ignorant, ils ont hurlé agressivement, premier arrivé, premier servi,
et on fonçait vers la salle du boss pour rafler toutes les récompenses. Yuma regardait tranquillement l'arme inutile dans ses mains, ses yeux se plissant de façon calculatrice. Il s'est dit, chaque objet a sa propre valeur intrinsèque, tout dépend de si son porteur sait comment l'exploiter. Dans un autre coin du donjon, les sous-fifres tenaient désespérément la ligne contre un assaut incessant de squelettes. Yuma a plongé dans la mêlée lui aussi, balançant la vieille dague et tranchant la tête d'un monstre d'un seul coup décisif. Il a capté que le centre de gravité pété de cette dague offrait en fait une sensation de balancier incroyablement bizarre mais super puissante. J'ai le rythme. Yuma a souri avec une confiance absolue, pigeant enfin la meilleure façon de manier ce truc. Le groupe a finalement atteint l'entrée de la salle du boss, qui suintait d'une aura démoniaque violette ultra menaçante. Des bruits de pas précipités ont résonné dans le couloir sombre, l'ambiance grimpe en direct avec une tension extrême. Un énorme clac a retenti, accompagné d'un geyser de sang cramoisi giclant de la jambe d'un des coéquipiers de Nijika. Un coéquipier négligent avait marché pile dans un énorme piège à loup, hurlant à la mort en s'effondrant, plongeant toute l'escouade dans la panique. Son partenaire s'est retourné en panique pour implorer l'aide de Nijika. Toute leur formation a instantanément volé en éclats à cause des pièges cachés. Nijika a foncé, ses yeux scannant désespérément la zone pour trouver le mécanisme de déverrouillage afin de libérer le gars piégé. D'un coup, ses pupilles se sont contractées en sentant une pression monstrueusement écrasante s'abattre par derrière. Un pied en métal colossal s'est écrasé au sol, lâchant un boom assourdissant et provoquant une onde de choc qui a violemment secoué tout le couloir. Un immense golem gardien se dressait au-dessus d'eux, son œil rouge brillant balayant les intrus avec une pure intention de tuer. Le visage de Nijika a blêmi quand elle a réalisé que ce monstre était l'ultime ligne de défense protégeant le vrai boss à l'intérieur. Nijika a bandé son arc et a visé le centre du golem, hurlant avec une détermination féroce « Bouffe ça !». La flèche a volé droit dans l'épaisse armure de la bête, faisant voler des étincelles de partout mais échouant à laisser la moindre égratignure. Elle a figé pendant quelques secondes, complètement sous le choc que sa meilleure attaque soit totalement inefficace contre ce niveau de défense. En observant depuis l'arrière, Yuma a marmonné pour lui-même, reconnaissant que c'était un type de mob à grosse défense. L'attaquer de front était juste une perte d'endurance. Nijika a commencé à paniquer. L'arme dans ses mains lui a soudain paru absurdement faible contre un adversaire aussi incroyablement tanky. Cependant, les yeux perçants de Yuma ont capté un bouton poussoir lumineux parfaitement positionné dans le dos du garde géant. Il s'est tourné pour vérifier. Juste appuyer sur cet interrupteur réglerait tout direct. Non? Sans attendre de réponse, Yuma s'est avancé avec confiance, serrant fermement la dague tordue et rouillée qui avait l'air complètement minable. Le coéquipier en sang sur le sol a hurlé, lui demandant s'il avait perdu la tête. Qu'est-ce que ce bout de poubelle pouvait bien foutre maintenant? Ludion a ricané, se moquant que les gamins de nos jours n'avaient absolument aucun sens de l'art. Yuma est resté silencieux, affichant un sourire hyper suggestif. Il a calmement activé sa compétence spéciale, réitérant fermement que chaque objet a sa propre valeur unique. Le niveau 1 de Playful Spirit s'est activé. La dague a soudainement émis une lumière verte éblouissante qui a entièrement recouvert sa lame. Une notification système a clignoté. La dague tordue avait été améliorée et transformée en une toute nouvelle arme nommée Flash Boomerang. La mâchoire de Nijika s'est décrochée en regardant ce bout de ferraille qui venait de se transformer en un boomerang tranchant et chargé de magie. Les sous-fifres autour d'eux n'en croyaient pas leurs yeux non plus, se demandant à voix haute quelle putain de sorcellerie se passait sous leurs yeux. Ludion l'a encouragé avec enthousiasme. « Vas-y, Yuma. Montre à ces nazes le vrai potentiel d'un playboy. » Yuma a balancé son bras et a lancé le boomerang. Il a tracé un arc parfait dans les airs, contournant le golem pour frapper directement l'interrupteur dans son dos. Instantanément, le colossal golem gardien a volé en éclats, s'effondrant totalement devant les yeux abasourdis de tout le monde. Le larbin qui s'était foutu de la gueule de Yuma une seconde plus tôt était maintenant étalé sur le sol, fixant avec des yeux ronds le dos de ce mec sapé en bouffon. Nijika était choqué, réalisant qu'avec une seule frappe, Yuma avait anéanti le garde sans effort tout en désarmant ce piège mortel. Le boomerang est revenu dans la main de Yuma, comme s'il avait son propre cerveau. Il a remarqué nonchalamment qu'il avait repéré le piège depuis le tout début. En faisant du repérage plus tôt, il avait secrètement fouillé dans les moindres recoins pour piger la mécanique exacte de ce donjon. Il a pris une pose incroyablement badass avec sa nouvelle arme, prouvant que même le truc le plus inutile cachait toujours un potentiel insoupçonné. En regardant les pièges à loup ensanglantés, c'était évident que sans l'intervention de Yuma, les conséquences auraient été catastrophiques. Nijika a couru vérifier les blessures de son coéquipier, lui demandant avec inquiétude s'il pouvait encore tenir le coup. Le soldat blessé a frappé le sol du poing de rage, se maudissant d'avoir merdé et d'avoir marché dans un piège alors qu'ils étaient à un pas de la salle du boss. Il tremblait de peur, terrifié à l'idée que s'il foirait cette mission, toute l'escouade se ferait sans aucun doute virer de la guilde directe. Malgré la douleur cuisante, il a marmonné dans un désespoir total qu'il devait remplir ce foutu KPI à tout prix. Le larbin a essayé de se forcer à se lever, mais la douleur atroce de sa blessure l'a fait gémir. Nijika l'a arrêté net,
lui disant de ne pas forcer parce qu'il n'y avait aucun moyen qu'il puisse continuer à se battre avec une entaille aussi profonde. Après un bref instant d'hésitation, les yeux de Nijika sont devenus froids comme la glace. Elle a décidé de porter cet énorme fardeau toute seule jusqu'à la fin. Elle s'est retournée pour motiver l'escouade, déclarant que même si elle était la dernière debout, elle écraserait le boss et ramènerait la victoire. Les larbins l'ont regardée avec une confiance inébranlable, plaçant tous leurs espoirs en elle pour finir ce qu'ils ne pouvaient pas. Nijika a serré les poings, se disant que pour le grand idéal, qu'elle poursuivait sans relâche, elle ne reculerait absolument devant aucun défi. Yuma se tenait à l'écart en observant silencieusement, voyant clairement la détermination un peu fanatique qui brûlait dans les yeux de la jeune fille. Il s'est baissé pour inspecter le piège à loup, poussant un soupir de soulagement en voyant que leur blessure n'était en fait pas mortelle. En remarquant que Yuma traînait dans le coin, Nijika s'est emportée, lui demandant à quoi il jouait pendant que tout partait en vrille. Elle lui a rappelé à haute voix que toute son escouade mettait littéralement sa vie en jeu pour se battre, alors il avait intérêt à ne pas l'embiner et à ne pas la gêner. Nijika a ordonné à Yuma de reculer et de la laisser se concentrer sur la mission, parce qu'il y avait des trucs qu'elle devait absolument réussir ici. Yuma a haussé un sourcil et lui a balancé sarcastiquement, lui demandant si cet « absolument » dont elle parlait n'était que ce maudit KPI. Nijika a regardé au loin d'un air rêveur, insistant fermement sur le fait qu'ils bossaient tous d'arrache-pied vers un idéal lointain et grandiose. Entendre le mot « idéal » a fait grimacer Yuma. Ça lui a rappelé de terribles souvenirs où il devait hurler les slogans de la boîte tous les matins à son ancien boulot. Nijika a noté mentalement qu'elle ne pouvait pas se permettre d'hésiter. Elle portait toute la confiance de son équipe sur ses épaules. Ses yeux ont brillé d'une résolution intense alors qu'elle répétait, elle, idéal, d'un nouveau monde qui lui avait été confié par le boss Takagi. Elle a foncé, totalement prête à tout sacrifier juste pour être digne de cette lourde confiance. Debout à l'arrière, Yuma s'est soudain rappelé que Takagi était le maître de guilde de la tristement célèbre Glorious Hawk, qu'il avait vu aux infos. En observant la dévotion quasi aveugle de Nijika, Yuma s'est sérieusement demandé si ce niveau de loyauté et de lavage de cerveau était normal. Il a repensé à son époque dans l'ancienne boîte, où tout le monde tournait comme des machines sans âme, complètement vides de toute joie dans leur taf. Un lourd « clang » a retenti, alors que la porte massive menant plus profondément dans le donjon s'ouvrait lentement en grinçant. Derrière la porte s'étendait un couloir interminable parsemé de pièges à pointe de fer tranchant, prêt à déchiqueter tout intrus. Soudain, une monstruosité colossale avec 4 bras en acier et un œil vert clignotant s'est lourdement avancée, bloquant le chemin. C'était le gardien des trésors. Il a montré ses terrifiantes dents métalliques, comme pour se foutre de la gueule des minuscules insectes devant lui. Yuma a calmement expliqué que c'était une ancienne machine magique programmée pour massacrer quiconque oserait s'approcher du loot. Nijika lui a crié dessus, lui disant de la fermer avec ses commentaires blasés parce que c'était vraiment pas le moment de faire un putain de cours. Le monstre a bondi avec une énorme roue à pointe tranchante, l'écrasant au sol et provoquant une onde de choc terrifiante. Nijika a fait un bond en arrière avec agilité, esquivant la frappe d'un poil alors qu'un épais nuage de poussière s'élevait, masquant grave leur vue. Elle a sorti son arc et a visé, espérant verrouiller un point faible et terminer le combat rapidement. La flèche a volé droit, mais a juste rebondi avec un clang inoffensif à la seconde où elle a heurté l'armure incroyablement épaisse du gardien des trésors. Nijika a serré les dents de pure frustration. Ses attaques étaient complètement annulées parce qu'elle n'arrivait pas à viser proprement au milieu de tous ces foutus pièges. Yuma a hurlé de loin, lui disant de juste continuer à spammer les attaques pour attirer l'aggro. Il a capté qu'il ne pourrait pas utiliser son boomerang efficacement dans cette configuration, la boule à pointe dévierait forcément sa trajectoire. Yuma a décidé qu'il n'avait pas d'autre choix que de sortir cette méthode s'il voulait écraser le monstre dans ces conditions merdiques. Le gardien des trésors a continué son assaut sans relâche, sa boule à pointe fendant l'air de manière menaçante non-stop. Nijika perdait rapidement son endurance, hurlant à Yuma de cracher le morceau sur ce qu'il marmonnait depuis tout à l'heure. La bête gigantesque a plongé en avant, son ombre noire engloutissant complètement la petite fille qui tremblait maintenant de pur épuisement. Un impact dévastateur l'a frappée, envoyant Nijika valser violemment en arrière avec un cri de douleur. Elle s'est écrasée dans la poussière, complètement choquée par la force terrifiante du gardien qui dépassait largement ses calculs. La bête s'est approchée de façon sinistre, son œil vert brûlant d'une intention meurtrière, totalement prête à exécuter sa proie. Malgré la douleur atroce, Nijika a essayé de se forcer à se lever. Sa fierté féroce refusait catégoriquement d'abandonner en cours de route. Le gardien des trésors a levé son poing de fer haut dans les airs, se préparant à livrer le coup de grâce et à éteindre tout espoir. Pile à temps, Yuma a soudainement déboulé, a attrapé Nijika pour la porter comme une princesse, et a évité le coup fatal d'un cheveu. Prise au dépourvu et furax, elle lui a gueulé dessus, voulant savoir pourquoi il se mêlait encore de ses affaires. Yuma a pris un air ultra sérieux et lui a renvoyé ses propres mots. « Et, moi aussi je dois me battre pour cet idéal, tu sais. » Il lui a dit au KLM de souffler un coup et de laisser le reste à un mec inutile comme lui. Yuma a sorti sa dague et l'a balancée sur le monstre juste pour attirer son aggro.
Il a repéré une petite ouverture quand le gardien des trésors a perdu l'équilibre suite à ce coup de poing raté. Maintenant, Yuma a saisi l'instant, lançant son plan de fuite super audacieux à la vitesse supérieure. Il a mis Nijika sur son dos et a taillé la route comme un malade, laissant le monstre rugissant bouffer sa poussière. Nijika se débattait violemment sur son dos, lui demandant pourquoi il avait choisi de fuir au lieu de se battre de front comme un vrai guerrier. Ludion est apparu, ricanant et se moquant qu'elle n'avait vraiment aucune idée des tactiques de génie de son maître. Yuma a sprinté direct vers la sortie, quittant à fond la bête loin de la zone blindée de pièges mortels. Comme prévu, le gardien des trésors n'allait pas lâcher l'affaire. Il pourchassait frénétiquement les deux petits merdeux qui avaient osé se foutre de sa gueule. Nijika a pâli en voyant le monstre à leur trousse, prévenant Yuma en panique qu'il était littéralement juste derrière eux. Le gardien a poussé un rugissement furieux. Il ne s'arrêterait jamais avant d'avoir massacré les intrus sur son territoire. Yuma a lâché un sourire incroyablement sournois. Il semblait avoir enfin trouvé la clé pour renverser la situation. Le gardien des trésors a continué à attaquer à l'aveugle, ne se rendant absolument pas compte qu'il marchait direct vers un piège encore plus mortel. Les yeux de Nijika se sont écarquillés d'incrédulité. Elle n'arrivait pas à piger comment Yuma restait si absurdement calme dans ce bordel. Le gardien a montré ses crocs froids en fer, son œil vert brillant intensément alors qu'il se préparait pour une attaque d'éradication totale. Yuma bricolait calmement un truc, ignorant complètement la bête hurlante qui lui soufflait dans le cou. Il a révélé sans pression à Nijika qu'il avait secrètement trafiqué les mécanismes des pièges un peu plus tôt, les transformant en armes contre leurs ennemis. Avec un sourire triomphant de dingue, Yuma a déclaré qu'il allait faire goûter au monstre à sa propre médecine. Pile dans le mille, le gardien des trésors a marché par accident en plein sur le piège qu'il utilisait pour garder le butin. Yuma a rapidement déduit que la source de mana principale du gardien pompait direct de son œil vers clignotant. Il a affirmé avec confiance que peu importe à quel point son armure était ridiculement tanky, s'ils attaquaient cet œil à deux, c'était gagné d'avance. La bête s'est lourdement campée sur ses pattes, rassemblant une quantité d'énergie terrifiante dans ses bras d'acier pour lancer une attaque one-shot garantie. Un rayon dévastateur de pure destruction a été tiré, balayant le couloir et fonçant droit sur eux. Yuma l'a esquivé d'un pas de côté, hyper concentré pour trouver la moindre ouverture dans la garde de son adversaire. Nijika ne chômait pas non plus, réussissant sa propre esquive avec une fluidité de ouf. Cependant, comme ils se dépêchaient, ils se sont rentrés dedans par accident en plein milieu des tirs croisés. Nijika a engueulé Yuma, agacé qu'il ait esquivé sur sa voie, tandis que Ludion se tapait des barres face à cette scène hilarante et chaotique. Le monstre ne leur a pas laissé une seconde pour respirer, bondissant sur eux pour les écraser avec un saut venu d'en haut. Le sol a littéralement éclaté sous le poids terrifiant du gardien, envoyant une énorme onde de choc vers le duo. Maintenant, Yuma a hurlé, donnant le signal à Nijika pour exécuter leur attaque combo finale. Nijika a braqué son arc en plein sur la cible, les yeux brûlants de résolution. Elle refusait catégoriquement d'échouer. Leurs attaques combinées ont convergé, infligeant un coup critique dévastateur droit dans l'œil de la bête géante. Le gardien des trésors s'est brisé en 1 million de morceaux, mettant fin officiellement à ce combat de boss brutal, à la grande surprise de Nijika et sous le calme apparent de Yuma. Les deux étaient complètement à bout de souffle juste après le combat. Yuma a essuyé la sueur de son front, tandis que Nijika se tenait la poitrine, essayant de calmer son cœur qui battait à la chamade après cette escarmouche de malade. Le vieux Ludion flottait pas loin, abandonnant totalement l'idée de piger si c'était un groupe de niveau divin ou juste une grosse blague. La bataille venait à peine de se terminer que les notifications du système ont spammé. Yuma est passé instantanément du niveau 11 au 15. Il était refait à mort. Il remplissait enfin les conditions minimales pour s'inscrire à l'équipe d'exploration du nouveau continent. Alors qu'il célébrait, une lumière bleue perçante a soudainement flashé dans le donjon obscur. Un objet venait de drop. Les deux sont restés pétrifiés quelques secondes. Ils ne s'attendaient absolument pas à ce que le cadavre du boss lâche un objet aussi rare. C'était une rapière rouge sans nommer, rapière perce-démon, chargée avec une statistique de pénétration d'armure absolument pétée. Yuma a serré l'épée légendaire, n'en croyant pas ses yeux. La stat de chance de malade de la classe Playboy, c'était vraiment autre chose. Nijika s'est soudain rappelé de quelque chose, plissant les yeux vers la lourde porte qui se dressait juste derrière la salle du boss. C'est vrai, il y avait encore le coffre au trésor du boss. Elle devait le shaker direct pour valider sa mission. Elle a foncé vers la porte massive qui dégageait un froid étrange et glacial venu des profondeurs du donjon. Nijika a prudemment forcé le vieux coffre en bois pourri pour voir exactement quel genre de loot il renfermait. Une étoile du matin plus sain est apparue. C'était exactement l'arme qu'elle cherchait. Nijika a souri, gravement soulagée. Elle avait enfin sécurisé la 10e arme améliorée pour sa guilde. Elle a poussé un lourd soupir, se disant qu'elle avait enfin rempli son quota KPI et qu'elle pouvait aller faire son rapport au boss tranquille. En sortant, Nijika a fini par remercier Yuma. Sans lui, il n'y avait aucun moyen qu'elle boucle ce taf aussi vite. Yuma a affiché un grand sourire et lui a demandé si ce dernier combat était fun, surtout le moment où ils avaient bien trollé les pièges du donjon.
L'image mentale du monstre gardien marchant dans son propre piège est revenue. C'était clairement le genre de move complètement dingue qu'on ne verrait jamais dans un jeu normal. Nijika avait l'air un peu gênée, marmonnant qu'elle n'était pas trop sûre qu'on puisse appeler ça fun, vu à quel point c'était imprudent. Yuma est restée sur sa vibe chill, lui disant qu'elle devrait se détendre un peu en jouant pour rendre sa vie un peu moins sombre. Il la regardait avec des yeux sincères, lui conseillant de juste kiffer le moment et d'arrêter d'être aussi coincée. Nijika a complètement figé pendant une seconde face à ce conseil inattendu venant de ce playboy chelou qu'elle venait de rencontrer. Bon, le taf est fait de toute façon. Yuma a fait un signe de la main et lui a tourné le dos, se dirigeant tranquillement vers la sortie du donjon. Nijika a fixé son dos qui s'éloignait, les lèvres serrées comme si elle était grave tiraillée par ces mots. Pour elle, des concepts abstraits comme liberté ou fun ne signifiaient absolument que dalle dans ce monde brutalement pragmatique. Elle a serré les poings, se rappelant que tout ce qu'elle faisait était strictement pour l'idéal du boss Takagi. Debout seule dans la salle silencieuse, elle s'est dit qu'il y avait vraiment des cinglés dehors qui se battaient avec une telle insouciance. La scène est passée au bureau du PDG, dégageant un lourd mélange de luxe ostentatoire et de la pression étouffante de la guilde Glorious-Hawk. Shoya Takagi était vautré dans son fauteuil, feuilletant le rapport et hochant la tête avec un sourire satisfait en voyant que Nijika avait terminé la mission. Il n'a pas oublié de la prévenir de ne pas prendre la grosse tête pour ses petites réussites. Le seul truc qui comptait vraiment, c'était l'examen de sélection. Il lui a aussi ordonné de garder un œil très attentif sur ce mec playboy, au cas où il s'avérerait être un pion utile par la suite. Nijika a silencieusement accepté l'ordre, ses yeux reflétant une résolution froide masquant des pensées profondément enfouies. Le temps a passé. La scène a coupé sur une immense vallée où se déroulait l'examen de sélection de l'équipe d'exploration. Yuma était déjà sur place, ultra chaud parce qu'il n'y avait aucun putain de moyen qu'il perde cette qualification vitale. Un officiel avec un mégaphone se tenait sur un grand podium, accueillant bruyamment les joueurs d'élite qui s'étaient rassemblés là aujourd'hui. Il a commencé son speech en blablatant sur la crise massive que l'humanité affrontait depuis que les donjons avaient commencé à popper partout. Puis il a évoqué l'apparition soudaine d'un nouveau continent ultra mystérieux, un truc qui n'avait absolument jamais existé avant. Les joueurs en dessous écoutaient attentivement. Certains avaient l'air anxieux, tandis que d'autres se demandaient quelle créature bizarre pouvait bien rôder là-bas. L'officiel a prévenu gravement que ce serait un voyage hyper périlleux, et qu'il ne pouvait absolument pas se permettre la moindre connerie lors du premier contact avec les natifs. Par conséquent, le comité sélectionnerait de manière stricte uniquement les 10 individus les plus exceptionnels en matière de cervelle, de muscles et de pur talent pour former l'escouade d'exploration. Il a levé 3 doigts, annonçant que l'examen serait divisé en 3 phases. Une épreuve écrite, une épreuve de collecte, et enfin, un combat. Mais avant tout, l'étape la plus cruciale était que chacun devait se trouver un partenaire pour former un duo. Yuma a été pris de court en entendant ça. Yuma s'est complètement figé. Ce forcing d'équipe l'a pris totalement au dépourvu. L'officiel a annoncé qu'il n'avait que 5 minutes chrono, soulignant que c'était aussi un test des compétences de négociation et de jugement rapide des candidats. Les règles étaient hardcore. Quiconque ne trouverait pas de partenaire dans le temps imparti serait instantanément disqualifié. Yuma a commencé à suer à grosses gouttes. Comme ils allaient se battre côte à côte pendant tout l'examen, choisir le bon partenaire était décisif. Yuma ne pouvait pas se permettre d'hésiter une seule seconde. Il a couru partout en panique pour trouver quelqu'un, croisant le regard d'un guerrier de petite taille qui se tenait là, les mains sur les hanches. Yuma a précipitamment pris la parole, lui proposant de rejoindre son équipe. Le guerrier, Kyusuke Narumi, a jeté un œil à l'écran de stade de Yuma et a ricané de pur dégoût, se moquant du fait qu'une classe playboy poubelle comme la sienne n'avait aucune chance de faire équipe avec lui. Avant même d'avoir fini de parler, il a fait un grand signe joyeux à une autre meuf guerrière au loin, plantant totalement Yuma là, l'air d'un idiot. Super vénère, Yuma a vite changé de cible pour quelqu'un d'autre qui avait l'air un peu plus capable. Il a repéré le dos d'un mec blond tenant une caméra, qui dégageait une vibe ridiculement confiante. À la seconde où Yuma lui a tapé sur l'épaule pour lancer la conversation, le mec a impitoyablement dégagé sa main. Le playboy est resté planté là, abasourdi par la réaction incroyablement excessive du gars. Ce mec, c'était Teppei Shimada. Il était en train de streamer et avait l'air super saoulé qu'un littéral nobody ait l'audace d'interrompre sa diffusion. Yuma n'a pu que le fixer avec un regard de pure impuissance. Mec, cette classe se faisait sérieusement discriminer partout où il allait. Le haut-parleur a hurlé, plus qu'1 minute. La limite de temps écrasante pesait lourdement sur ses épaules. Yuma a regardé frénétiquement autour de lui en plein désespoir. Se faire disqualifier juste parce qu'il n'avait pas de pote, c'était un désastre inacceptable. Au summum du stress, une voix soudaine a résonné juste derrière lui, faisant violemment sursauter Yuma qui s'est retourné. Une silhouette très familière est apparue. La meuf snipeuse Nijika se tenait juste là avec son expression glaciale légendaire. Yuma a failli chialer de joie en voyant un visage familier. Il venait tout juste d'échapper à une fin tragique. Yuma a poussé un énorme soupir de soulagement, pleurnichant auprès de Nijika qu'il était à un cheveu de se faire virer, et remerciant le ciel qu'elle soit arrivée pile au bon moment.
Elle a déclaré franco qu'à partir de cette seconde précise, ils formaient officiellement une équipe. Yuma a rayonné, faisant un signe joyeux pour accueillir sa nouvelle partenaire hyper balèze. Mais avant même qu'il ne puisse fêter ça, Nijika lui a tourné le dos et s'est éloigné avec une attitude sérieuse comme la mort. Il l'a fixé bêtement de dos, ne pigeant absolument pas pourquoi son humeur avait changé aussi violemment vite. Nijika lui a lâché une phrase glaciale. « Je suis pas là pour me faire des potes », laissant Yuma complètement dépité. Le vrai plan de Nijika pour tout cet examen était strictement d'observer et d'exploiter sans pitié ses capacités pour faire avancer ses propres objectifs. Elle s'est éloignée d'un pas décidé, se disant que tout ça c'était purement pour l'idéal du boss Takagi. Yuma est resté derrière, se grattant la tête avec un rire gêné, complètement à l'ouest sur ce qui se passait. L'examen écrit a commencé. Les candidats se sont plongés dans leur copie avec une concentration extrême. Yuma Anno s'est gratté la tête frénétiquement, suant à grosses gouttes avec un stylo dans la bouche. Clairement, ce test n'était pas une partie de plaisir pour lui. Il a serré son stylo, le visage complètement assombri par le stress. Les chiffres sur le stylo ne servaient à rien pour ce tas de questions tordues. Nijika Tsume a foudroyé son coéquipier d'un regard meurtrier quand elle a vu Yuma pratiquement abandonné. Il n'a pu que suer des gouttes énormes en retour. Le surveillant tenait un mégaphone, annonçant les résultats directement sur la scène principale. Quiconque était classé 21e ou en dessous serait instantanément éliminé. Yuma priait à deux mains, le visage vidé de son sang. Pendant ce temps, Nijika a gardé son expression de glace, croisant les bras en attendant. Le panneau d'affichage s'est illuminé avec la 19e place, Yuma Anno. Il a littéralement sauté de joie, refait à mort d'être passé de justesse. Nijika n'en croyait pas ses yeux. Elle était sûre à 100% d'avoir eu plus de 90, et pourtant leur équipe était tout en bas. Yuma s'est gratté la tête et a avoué qu'il ne pigeait que dalle aux questions de langue étrangère ou d'étiquette. Elle l'a engueulé, agacé, en disant que c'était juste des connaissances de base que le gouvernement venait de publier. Yuma est resté planté là. Il ne connaissait absolument rien de tout ça. Il a juste baissé la tête pour s'excuser. Il a avoué qu'il avait choisi les réponses qui avaient l'air les plus fun. Nijika s'est pris la tête à deux mains, exaspéré. À l'inverse, la première place du classement était totalement dominée par le duo Soma Iriya et Izushi Shino. Les autres candidats ont immédiatement commencé à murmurer à la seconde où le duo de tête est apparu. Nijika a checké les infos sur sa tablette. C'était Crimson Blood, le duo qui explosait les compteurs avec des rumeurs folles sur des contrats de sponsoring massifs. Soma Iriya a fait un sourire poli pendant qu'Izushi Shino et lui passait. C'était un duo absolument parfait entre un noble charismatique et une guerrière au sang-froid. Nijika a plissé les yeux, sur ses gardes à 100%. Elle a noté mentalement qu'elle ne pouvait absolument pas se permettre de merder au prochain tour. Yuma a essayé de détendre l'atmosphère étouffante avec quelques blagues, mais visiblement ça ne marchait pas sur sa partenaire. Le prochain lieu de l'épreuve était la caverne oubliée du temps. L'examinateur attendait déjà à l'entrée d'une grotte entièrement recouverte de cristaux bleus brillants. Le terrain à l'intérieur était un labyrinthe d'une complexité absurde. Plus on avançait, plus c'était facile de perdre totalement le sens de l'orientation et du temps. L'objectif était simple, trouver exactement 3 gemmes arc-en-ciel en 2 heures pour réussir l'épreuve. Des pas lourds ont résonné alors que l'examen commençait officiellement. Les candidats ont désespérément foncé dans la caverne, qui était annoncée comme un nid à monstres ultra vicieux. Les joueurs en première ligne ont regardé autour d'eux, terrifiés. Tout le monde devait se préparer au pire. À peine entrés, les yeux de lynx de Yuma ont direct capté un truc qui brillait faiblement sur le flanc d'une falaise. Grâce à sa stat de chance pétée, le mec a récupéré la première gemme sans effort d'entrée de jeu. Yuma a souri face à leur départ parfait. Nijika l'a pressé de se bouger et de traquer le reste, n'oubliant pas de le prévenir de faire gaffe aux mobs. Yuma s'est arrêté net devant une paroi striée de veines magiques bleues luminescentes. Il a collé sa main contre la roche, sentant clairement la vague intense de pouvoir pulser à l'intérieur. Plus ces veines magiques s'enfonçaient, plus la couleur devenait foncée. Yuma était persuadé que les suivre les mènerait droit à la plus forte concentration d'énergie. Il a lâché un cri de joie et a pointé le doigt droit devant quand il a repéré leur prochaine cible. Nijika a sursauté et a immédiatement suivi le doigt de Yuma. Une autre gemme précieuse flottait littéralement juste devant l'embranchement étroit d'une grotte. Nijika n'a pas retenu ses éloges pour la vue perçante de son partenaire. Yuma a dégainé son épée, convaincu que choper cette gemme serait une putain de promenade de santé s'il utilisait juste une attaque à distance pour briser sa barrière protectrice. Mais avant même qu'ils ne puissent attaquer, un bruit derrière eux les a complètement figés tous les deux. L'escouade de Soma Iriya venait de débouler juste derrière eux. Soma a souri poliment, demandant s'ils étaient ceux qu'il avait repérés en premier. Il a gracieusement proposé de reculer et de chercher ailleurs. Sur ce, le duo de tête s'est retourné en silence et s'est éloigné, montrant la classe et la fierté de véritables élites qui n'avaient pas besoin de s'abaisser à se battre pour des miettes. Nijika les a regardés partir avec une pure admiration. Un vrai gentleman,
s'appuyant totalement sur sa propre force absolue sans avoir besoin de petites querelles. Yuma a balancé un coup d'épée et a complètement fait éclater la barrière de cristal, faisant tomber la gemme arc-en-ciel. Nijika a vivement rattrapé la deuxième gemme en plein vol. Leur début était sérieusement beaucoup trop parfait. Les deux débordaient d'espoir. Plus qu'une seule gemme, et ils allaient officiellement valider cet examen infernal. Dans un autre tunnel, le duo Kyusuke Narumi et Teppei Shimada s'enfonçaient agressivement plus loin dans la caverne. Le petit merdeux de Narumi avait l'air furax. Il n'arrêtait pas de se plaindre d'être coincé avec ce vieux débris, au lieu de cette sublime guerrière, Nijika. Au fin fond de la grotte, Kyusuke Narumi est tombé sur un mob lumineux en forme de méduse. Le gamin a ricané, le balayant du revers de la main comme un autre monstre poubelle de bas niveau. Mais la réalité l'a frappé comme un camion. Narumi s'est fait violemment électrocuter par la méduse, tout son corps convulsant, le visage complètement crispé. Teppei Shimada se tenait juste à côté de lui et n'a même pas levé le petit doigt pour l'aider, sortant plutôt sa caméra et filmant toute la scène avec une joie non dissimulée pendant que Narumi hurlait à la mort. Ce n'est qu'après avoir filmé assez de bonnes séquences que Shimada a enfin rangé la caméra, claquant la langue et agissant comme s'il n'avait vraiment pas d'autre choix que d'intervenir. Il a levé son énorme bouclier et a foncé droit dans la nuée de méduses électriques, les repoussant brutalement pour sauver les miches de son partenaire. Narumi était étalé par terre, complètement à bout de souffle, balbutiant un « merci, boss » pour lui avoir sauvé la peau. Shimada gardait son attitude glaciale comme un vrai super-héros. Mais une seconde plus tard, un sourire totalement sinistre s'est dessiné sur son visage. Il a mentionné qu'il voulait tourner quelques prises de plus, mais s'était dit que ce serait moins fun si Narumi finissait par y passer. Le visage de Narumi s'est vidé de son sang quand il a compris que ce boss était un grand malade. Shimada a juste rigolé, disant que le regard de désespoir absolu sur le visage du gamin tout à l'heure était tout simplement parfait. Les deux sbires se tenaient au milieu de la caverne vide et ont commencé à comploter. Shimada a râlé qu'il n'avait toujours pas trouvé une seule foutue gemme. Narumi a fixé l'unique gemme dans sa main, l'air totalement blasé. Il perdait patience et voulait un raccourci ultra rapide pour boucler leur quota. Shimada a scanné la grotte, admettant ouvertement qu'ils étaient totalement perdus et qu'à ce rythme, ils allaient foirer l'examen. Entendre le mot « foirer » a mis Narumi dans une rage folle. Il a juré qu'il ne laisserait absolument pas passer cette chance et a promis de faire bouffer la poussière à tous ceux qui le regardaient de haut. Les yeux de Narumi brillaient de pure méchanceté. Il venait d'inventer une magouille incroyablement crade pour renverser totalement la situation. Shimada a jeté un œil quand le gamin a appelé « boss » avec ce ton hyper louche. On aurait dit que ce qu'il préparait allait être sacrément divertissant. Les deux se sont regroupés dans les ombres noires de la grotte. Un complot absolument diabolique était en train de se tramer là, maintenant. Shimada a affiché un sourire fier et a levé le pouce. Il était chaud à 100% pour jouer à ce petit jeu de crapule. Retour au groupe de Yuma Anno et Nijikatsum. Ils avançaient toujours avec prudence quand un cri d'agonie a soudain résonné au loin. Le hurlement atroce a violemment déchiré le silence de mort de la grotte, faisant sursauter Yuma de fou. Yuma a direct capté que c'était un autre candidat grave dans la merde. Sans hésiter une seule seconde, il a pressé Nijika de foncer pour aller voir. Juste devant eux se trouvait Shimada, complètement encerclé par des méduses électriques, son corps se contractant non-stop alors qu'il se faisait brutalement électrocuter. Yuma et Nijika ont piqué un sprint désespéré pour le sauver. Il n'y avait pas moyen que Yuma reste là à regarder un autre joueur se faire torturer par des mobs comme ça. Yuma a instantanément dégainé sa rapière, prêt pour une attaque fulgurante. Avec des coups incroyablement précis, Yuma anéantit sans effort toute la horde de mobs autour de Shimada en un clin d'œil. Shimada s'est effondré à genoux, feignant de respirer lourdement en les remerciant de lui avoir sauvé la vie. Il s'est maudit d'avoir été beaucoup trop imprudent et de s'être fait encercler comme un bleu. Nijika a soufflé de soulagement qu'il soit arrivé à temps. Pendant ce temps, Yuma a immédiatement eu des doutes, voulant savoir où était passé son partenaire. À ce moment précis, Narumi s'était déjà faufilé dans leur dos sans faire le moindre bruit. La phase 2 de leur plan était lancée. Les yeux du petit voleur ont brillé. Il savait que c'était l'opportunité en or massif. Un éclair bleu a filé entre Yuma et Nijika à une vitesse hallucinante. Il n'avait même pas encore pigé ce qui se passait. Narumi a tracé comme une balle, serrant fermement les deux gemmes précieuses que l'équipe de Yuma s'était fait chier à trouver. Une alerte de compétence est apparue. Vol rapide permet à l'utilisateur de voler instantanément à une cible un objet qu'il a vu au moins une fois. Narumi a bondi sur un grand rocher, agitant les deux gemmes juste pour les faire chier. Il a ricané comme un malade. Le plan était une victoire absolue et sans bavure. Nijika tremblait de rage pure, hurlant au nabo de rendre les gemmes. Mais la seule réponse qu'elle a eue, c'est le rire ridiculement suffisant de Narumi. Shimada a soudainement foncé avec une vitesse dingue, les repoussant violemment tous les deux pour s'ouvrir une voie de fuite. Yuma et Nijika se sont retrouvés étalés par terre près du bord d'un ravin, complètement sous le choc de la trahison soudaine du type qu'ils venaient juste de sauver.
Narumi n'a pas oublié de hyper son boss Shimada pour ce super travail d'équipe. C'était une arnaque tout simplement parfaite. En bas, le groupe de Yuma serrait les dents, furieux de s'être fait pigeonner. Les regardant d'en haut, Shimada a ricané, se moquant d'eux pour être trop naïfs et tomber dans un piège aussi facilement. Il leur a balancé cash qu'ils attendaient littéralement des pigeons dans leur genre. Narumi a annoncé qu'ils avaient officiellement les 3 gemmes et qu'ils filaient droit vers la ligne d'arrivée. Il a fait un signe d'adieu moqueur à ses 2 victimes. Nijika a baissé la tête, bouillonnant de colère et d'humiliation. Elle ne pouvait pas croire qu'elle venait de se faire plumer par une compétence de vol aussi minable. Yuma a fixé le dos des 2 arnaqueurs qui s'éloignaient, le visage incroyablement tendu. S'ils ne récupéraient pas ces gemmes, ils étaient disqualifiés à 100%. Il a tendu la main pour relever Nijika du rebord, essayant désespérément de garder la tête froide et de trouver un plan d'action. Nijika a marmonné un faible merci. Yuma a déclaré qu'il n'avait presque plus de temps. Il devait traquer ces 2 ordures immédiatement et reprendre ce qui leur appartenait. Des bruits de pas pressés ont résonné à nouveau. Une poursuite infernale a officiellement commencé dans les profondeurs noires de la grotte. En pleine course-poursuite, Yuma Anno s'est soudain arrêté net, son visage affichant un choc total. Il venait de repérer un truc complètement fou devant eux. Yuma a tendu le bras, stoppant Nijika Tsume dans son élan. Elle avait l'air complètement perdue, n'ayant aucune idée de pourquoi son partenaire venait de piler comme ça. Un rugissement assourdissant a résonné violemment dans toute la caverne, faisant frissonner Nijika de terreur face au cauchemar qu'ils allaient affronter. Juste devant eux, le duo d'arnaqueurs était grave dans la merde. Kyusuke Narumi chialait toutes les larmes de son corps pendant que Teppei Shimada était étalé par terre. Une énorme meute de monstres colossaux avait spawn et les avait complètement encerclés. Narumi était en pleine crise d'hystérie, hurlant à la mort pour que quelqu'un le sauve. C'étaient d'immenses golems de cristal, entièrement faits de cristal impénétrable. En plein centre de leur poitrine, un noyau irradiait une lumière arc-en-ciel aveuglante. Nijika a fixé la scène avec un regard très suspicieux. Elle était persuadée que c'était encore une de ces magouilles de ces 2 rats pour les dépouiller à nouveau. Narumi gémissait pitoyablement, jurant sur sa vie que cette fois c'était vrai à 100%. La terreur pure et le désespoir total sur le visage du gamin semblaient vraiment authentiques maintenant. Voyant l'équipe de Yuma hésiter, Narumi a réalisé avec amertume qu'il ne pouvait absolument pas leur en vouloir de n'avoir aucune confiance après le coup qu'ils avaient fait plus tôt. Devant ce chaos total, Yuma a pris une décision qui défiait toute logique. Il voulait vraiment intervenir et sauver ces ordures qui venaient littéralement de les arnaquer. Narumi est resté sans voix en entendant ça. Il ne pouvait pas concevoir que quelqu'un veuille encore de son plein gré lui sauver les miches dans cette situation. Yuma s'est tourné vers Nijika et lui a expliqué qu'il voulait parier sur la confiance une toute dernière fois, balayant complètement les objections furieuses de sa partenaire. Pour Yuma, les vies humaines passaient avant tout le reste. Si Narumi disait la vérité, ce gamin allait littéralement se faire massacrer si personne n'intervenait. Yuma a dégainé sa rapière, la lame s'entourant instantanément d'une intense lumière magique. Il préférait sérieusement risquer de se faire arnaquer 2 fois plutôt que de rester là à regarder quelqu'un crever. Nijika a poussé un lourd soupir de fatigue face à la pitié incroyable et naïve de Yuma, mais elle n'a finalement pas eu d'autre choix que de suivre l'appel du leader de l'équipe. Yuma a imposé une condition stricte à Narumi. S'il lui sauvait la vie, il devait absolument cracher les gemmes volées tout à l'heure. Narumi était totalement abasourdi par le niveau de pardon de Yuma. 1 million de questions sur le concept de la confiance ont envahi l'esprit du gamin à cet instant. Il s'est sérieusement remis en question. Pourquoi Yuma choisirait-il de croire en lui après toutes les crasses qu'il venait de leur faire? Narumi était touché aux larmes, littéralement. Dans les yeux du gamin en ce moment, Yuma avait soudain l'air incroyablement badass et totalement digne de respect. Le combat s'est enflammé. Yuma a balancé un jet surpuissant droit sur le golem, laissant une traînée bleue brillante flamboyer dans la caverne obscure. Narumi a crié frénétiquement pour le prévenir que l'armure du monstre était absurdement dure et que les attaques standards ne lui feraient même pas une égratignure. Yuma affichait un sourire ultra confiant. Apparemment, il avait préparé un plan de bataille spécial pour gérer ses gros bras de type roche. Si c'est comme ça. Yuma s'est préparé à lancer une compétence très spéciale qu'il avait gardée sous le coude exactement pour ce genre d'ennemi. Une carte de compétence s'est matérialisée, rapière perce magie. C'était l'arme ultime absolue pour ce scénario précis. C'était une arme totalement spécialisée capable d'ignorer complètement la défense ennemie et d'infliger un multiplicateur de dégâts massifs X3 spécialement aux mobs inorganiques comme les golems. Nijika ne restait pas plantée là non plus. Elle a déclaré qu'elle allait attirer l'aggro du monstre agressivement pour ouvrir une fenêtre de frappe parfaite à Yuma. Le golem a complètement pété un plomb, balançant des rayons d'énergie rouge ardente qui déchiraient violemment l'air de la caverne. Yuma bougeait incroyablement vite, se faufilant sans accroc à travers le barrage létal du colossal monstre de cristal. Exploitant une ouverture massive, Yuma a foncé et a planté violemment sa rapière dans le dos du golem, le transperçant de part en part.
Des fissures géantes ont commencé à se répandre comme une toile d'araignée sur le corps archi-solide du monstre. Un bruit d'éclatement sourd et perçant a résonné. Yuma savait que son coup avait fait mouche. Une vague de confiance en leur victoire a totalement envahi son esprit. Cependant, un autre golem l'a pris en traître, balançant un coup de poing d'une tonne directe sur Yuma depuis un angle mort. Comme il était trop concentré sur sa cible principale, un autre golem s'était faufilé pour lui sauter dessus par derrière. Il a paniqué, réalisant instantanément qu'il était foutu. À 2 doigts de la mort, une petite silhouette a soudainement déboulé comme un bulldozer et est intervenue pile au bon moment. Narumi a utilisé sa vitesse de voleur pour réduire la distance et a bloqué le golem juste avant qu'il ne puisse porter le coup. En ceinturant le golem, Narumi a souri d'un air triomphant. Le gamin avait enfin fait un truc utile pour rembourser la confiance aveugle que Yuma avait placée en lui. Yuma a regardé le mouvement avec beaucoup de fierté. Il a totalement félicité son « frérot voleur » pour cette assistance clutch de ouf. Poussé par l'adrénaline, Yuma a pivoté instantanément et a lâché une autre attaque dévastatrice pour anéantir complètement ses mobs tanky. Ses yeux se sont soudain écarquillés de choc. Il a regardé en arrière, réalisant que quelque chose n'allait pas du tout. Shimada avait lui aussi complètement repris ses esprits. Il a bondi et a physiquement bloqué l'attaque d'un autre golem à main nue alors qu'il essayait de s'approcher de Yuma. Il a gueulé que son fail de tout à l'heure n'était qu'un accident, et que maintenant il allait montrer à tout le monde sa vraie puissance brute. Yuma s'est retourné et a lâché un rapide merci à Shimada. Il n'a pas oublié de se préparer pour le coup de grâce final. Yuma Anno a lancé une estocade brutale avec sa rapière acérée, exécutant le dernier golem de cristal debout. Il a lâché un énorme soupir de soulagement que ce cauchemar soit enfin fini. Le corps de cristal du monstre s'est fendu en 2 proprement, émettant une lumière violette scintillante avant de s'évaporer dans le néant. Yuma a rengainé son épée et a tendu la main avec une expression chaleureuse. Il les a rassurés en disant que c'était bon maintenant et qu'il pouvait enfin souffler. Kyusuke Narumi chialait d'émotion. Le gamin a regardé Yuma avec une admiration de malade, l'appelant direct « Boss Playboy ». Narumi a baissé la tête agressivement, s'excusant pour toutes ces arnaques pourries, jurant qu'à partir de maintenant il serait loyal et servirait Yuma pour le reste de ses jours. Pendant ce temps, Nijikatsume est restée froide comme la glace. Elle a soufflé, disant que Narumi n'était qu'un faillot et a déclaré franco qu'elle ne lui pardonnait toujours pas ses conneries. D'un coup, les yeux de Nijika se sont figés sur un objet étrange qui brillait fort sur le sol humide de la caverne. Elle s'est baissée, l'a ramassée, et a pété un câble en réalisant que c'était exactement la gemme précieuse qu'il s'était fait chier à chercher. Yuma a inspecté la gemme et a direct compris que ces golems de cristal étaient littéralement les conteneurs pour ces pierres. Avec les 3 mobs anéantis, ils avaient l'occasion parfaite de boucler leur quota. Et dans le mille, ils avaient juste là dans leurs mains exactement 3 gemmes brillantes de 3 couleurs différentes, débordant de puissance brute. Nijika était refaite. La récompense énorme pour toute cette poursuite infernale et ces combats brutaux reposait enfin dans la paume de leurs mains. Yuma ne pouvait pas non plus cacher son grand sourire. Il a pressé tout le monde de tracer au point de rendez-vous parce que le chrono de l'examen était littéralement à 2 doigts du zéro. L'équipe a sprinté hors de la caverne noire pour retourner à la zone de rassemblement principale, où les surveillants attendaient pour le décompte final. L'officiel a utilisé son mégaphone pour annoncer la liste des 12 duos exacts qui avaient passé l'épreuve de récolte sans encombre, leur ordonnant de se préparer pour la phase finale, le combat. Yuma et Nijika ont croisé leurs regards et ont affiché un sourire grave fier. Ils avaient officiellement survécu à une épreuve de taré et étaient à un pas de devenir de vrais explorateurs. Parmi la foule énorme de joueurs, quelques-uns comméraient sur une fille assise dans un coin reculé, pleurant toutes les larmes de son corps. Un candidat a lâché la vérité atroce. Le partenaire de la fille s'était fait massacrer par des mobs quand ils s'étaient tragiquement séparés dans la grotte. Un autre explorateur s'est approché pour consoler la fille effondrée, lui assurant que son partenaire s'était battu comme un vrai bonhomme jusqu'à son dernier souffle. Soma Iriya et Izushi Shino sont arrivés juste à côté d'elle. Soma a exprimé ses plus sincères condoléances, expliquant qu'il n'avait pas pu arriver à temps pour secourir son ami. La fille brisée les a remerciés pour leur pure gentillesse, insistant sur le fait que ce n'était absolument pas la faute de Soma et Shino si cette tragédie horrible s'était produite. Cependant, la main complètement trempée de sang de Soma semblait cacher un secret incroyablement flippant et sombre. L'image exacte qui a traversé l'esprit tordu de Soma était la scène macabre du partenaire de cette fille mourant comme un chien dans une mare de sang, complètement entouré par les fragments de son bouclier, dans un état de désespoir absolu. Soma Hiria a lâché un sourire incroyablement sinistre, de pur psychopathe. Il a murmuré ses excuses, mais ses yeux hurlaient de satisfaction pour avoir éliminé un rival de taille.